Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, notre invité est nul autre que Farnell Morissette. Si vous ne connaissez pas Farnell Morissette, c'est un avocat de formation et il fait de la vulgarisation sur les réseaux sociaux, fait qu'il est bien actif sur TikTok. Moi, c'est là que je l'ai découvert. Puis je trouve qu'il est très intéressant dans sa façon de proposer ces choses, puis de les expliquer. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils viennent sur le podcast, puis que justement, qu'ils nous parlent un peu des vidéos qu'il fait, ça a été quoi son processus, ça a été quoi son cheminement. Et en plus, j'y parle des questions sur des sujets qu'il avait déjà fait des vidéos dessus. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Fait qu'un gros merci à Farnell Morissette d'être venu sur le podcast. C'était super apprécié. Je vous encourage tout le monde à le suivre sur les réseaux sociaux si vous l'avez bien aimé. Fait que un gros merci. Et j'aimerais ça dire que la semaine prochaine, je tombe en vacances. Et oui, la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast, mais je vous réserve une petite surprise. Fait que soyez au rendez-vous pareil, mercredi à 7h comme d'habitude le matin. Il va y avoir une petite surprise pour vous autres. Je vous laisse pas avec rien pour la semaine. Et c'est ça, on se revoit mercredi. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast, tout le monde, encore une fois, bien important, devenez membre Patreon. Si vous aimez le podcast, si vous voulez que ça continue, je vous encourage tout le monde à vous abonner. C'est au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a toutes sortes de forfaits. Il y en a à 4-5$, puis d'autres un petit peu plus cher. Pour vous autres, ça vous fait pas grande différence. Pour moi, ça fait toute la différence. Fait que je vous encourage à vous abonner tout le monde. Si vous voulez m'encourager, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct. Tout support est apprécié. Juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, cliquez sur la cloche de faire sûr de rien manquer et laissez un commentaire. Si vous avez aimé le podcast, vous allez écouter jusqu'à la fin et vous avez aimé ça, écrivez avocat dans les commentaires. Moi, ça va beaucoup m'aider avec l'algorithme, ça va m'aider avec l'algorithme. Et c'est pas mal ça. Sinon, je vous encourage à vous abonner à mon compte Instagram, Jer Alain, ou à ma page Facebook, Jer Alain, Jer 2R, Alain 2L. Et c'est pas mal ça pour cette semaine, tout le monde. Fait qu'un gros merci à tout le monde qui me suit. Un gros merci à Farnell Morissette d'être venu sur le podcast. Et je veux dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Alex de Voice, Cocotte la huissière secrète, Faux le graveur laser, Marc-Antoine Laflamme, Michael Pomerleau, Monsieur Cameron, Méo pis son gros pieux bistec et Steve Baudouin alias Mofo. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Yes! Et bonne semaine. Yes sir! Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis très content de recevoir mon nouvel invité. C'est un avocat qui pratique le droit à New York. À New York, oui. Ouais. Et je précise toujours, je ne suis pas avocat au Québec parce que des fois, les gens me demandent des conseils juridiques. Je peux pas le faire. Ma pratique est à New York. Je suis juste avocat à New York. OK. Puis, ça, on a pu te voir dans des vidéos. En tout cas, moi, pour ma part, c'est sur TikTok, là, tu sais, que je te vois. T'es quand même bien actif là-dessus. Ou si tu réponds à des questions sur des sujets, sur des lois, on va expliquer des lois, le droit, puis l'économie. Puis je trouve bien des vidéos que tu as faites que j'ai trouvé super intéressantes. Moi, celui que j'ai accroché, là, c'était celui sur la loi 96. C'est là que je t'ai découvert. Okay, oui. Avec les fouilles, là, tu sais, je pense ouais, j'avais fait une vidéo sur ça, parlait le droit de fouille et saisie, ouais. que selon comme ma lecture de la loi serait quand même beaucoup plus intense sous la loi 96 que presque n'importe quelle autre loi au Québec. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus. Ouais. Moi, je suis pas du genre conspirationniste, là, mais s'il faudrait comme tirer deux clans, là, genre, mettons, ceux qui sont conspirationnistes, ceux qui ne sont pas, je suis définitivement un peu plus du bon conspirationniste. On dirait un esprit critique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'aime ça, tu sais, qu'on ait les mêmes valeurs ou que on ait les mêmes idées, les mêmes idéaux.
ça, on s'en fout, mais moi, qu'est-ce que j'aime, par exemple, c'est de pouvoir débattre puis de développer son sens critique. Puis je pense que c'est pas mal ça que tu essayes de faire aussi avec tes vidéos TikTok. Là. Ben oui, puis même, je dis souvent, le public cible pour mes vidéos, c'est moi-même. On dit souvent, la meilleure façon de s'assurer qu'on a bien compris quelque chose, c'est si on est capable de l'expliquer. Okay. Alors, une des grosses motivations, c'est pas la seule, mais une des grosses motivations à faire mes vidéos, c'est que ça me force moi-même à me faire ma tête sur un sujet, à fouiller, à lire un projet de loi ou à lire un projet politique quelconque, parce que c'est bien facile. Ah, ben j'ai lu dans le journal qu'un tel a dit que ça va être ça, ça n'a pas d'allure, mais qu'est-ce que ça dit vraiment? La source première a dit quoi? Puis me baser là-dessus, puis une fois que ça c'est fait, ben là, quand je me sens assez confortable, c'est là que je sais, bon, ben là, je peux en faire une vidéo. Mais oui, parce que, tu sais, moi j'ai pas de diplôme, j'ai pas rien de ça, je me considère, tu sais, avant que je commence de faire de l'humour, tu sais, je me considère tellement pas comme un intellectuel ou quelque chose de même, mais, tu sais, des fois, je me suis curieusement trouvé à être contre quelque chose, puis pas être capable de l'expliquer pourquoi, tu sais, de manquer de mots, d'être pas capable de m'exprimer. Puis c'est ça qui m'a poussé à essayer de creuser encore plus pour, ben Chris, pourquoi je suis contre, tabarnak? Tu sais, je suis pas capable de l'expliquer, il me semble que ça part pas bien. Ben oui, c'est une constatation normale. Là, je veux dire, on vit dans un monde compliqué. Ouais, pis, surtout en ce moment, là, c'est tellement polarisant. Oui, et c'est normal se sentir que, ça, je sais pas exactement pourquoi, mais je me sens pas confortable avec ça. C'est tough se faire une tête complète sur quelque chose, comprendre pourquoi on se sent d'une certaine façon sur des sujets aussi compliqués que ceux qui nous touchent aujourd'hui. Toi, comme tu l'as dit dans un de tes vidéos, toi, ton but, c'est pas d'être partial. C'est pas d'être neutre là-dedans. C'est ça que tu avais expliqué dans une vidéo. Ben, il y a... la façon que moi, je le comprends, je le conçois, je le conçois, c'est il y a comme... On a un espace culturel dans la façon qu'on pense de l'information, où il y a ceux qui veulent transmettre de l'information, le journalisme. L'idéal du journaliste, c'est de transmettre de l'information de façon non biaisée, non partisane. Objective. Le plus possible. Évidemment, chaque fois qu'un journaliste décide de dire une chose et pas dire quelque chose d'autre, il fait un choix éditorial. Mais ça reste que l'idéal du journaliste, c'est de présenter de l'information de façon la plus neutre possible. Et puis après ça, alors ça on le comprend, puis on le conçoit, puis on dit un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va être neutre et impartial. L'autre côté, on a l'éditorialisme, où la raison d'être de ça, puis on le comprend assez bien, il y a un bel espace culturel pour ça dans notre tête, c'est de dire, ben voici mon opinion. Et puis, il faut des gens qui partagent leur opinion dans l'espace public aussi. Puis ça, c'est la conclusion de leur raisonnement. Eux, on leur fait confiance. Ils ont regardé l'ensemble des choses. On a généralement une bonne idée de c'est quoi leur valeur. On leur fait confiance. Ils nous disent, voici ma conclusion. Mais il y a comme pas d'espace culturel pour le processus qui passe de l'information à la conclusion. Et ça, c'est l'espace que moi, j'essaie de remplir. Parce que ça, c'est là où le raisonnement se fait. Et puis, je prétends pas avoir le meilleur raisonnement au monde. Au contraire, je pense que j'ai un raisonnement relativement normal. Mais on voit pas de processus pour prendre l'information et arriver à une conclusion, le raisonnement. C'est ça que j'essaye de faire le plus possible dans mes vidéos. Quand je suis pas clairement juste en train d'expliquer c'est quoi dans un projet de loi, mais plus un côté... raisonnement, c'est de passer de l'information à la conclusion, mais mon but, c'est jamais d'essayer de convaincre les gens que j'ai raison. Parce que j'arrête juste avant de dire, donc voici ce qu'on devrait faire, ou donc voici mon opinion, parce que j'essaie d'élaborer mon raisonnement d'une façon où si je le fais correctement et bien, les gens vont être capables de suivre l'étape A mène à l'étape B, mène à l'étape C, mène à l'étape D, et décider par eux-mêmes, mais tu sais, je suis pas sûr que j'ai bien suivi cette étape-là, ou je pense que peut-être il a mal pensé à cette chose-là. Je le vois plus comme un étudiant en mathématiques qui doit montrer son travail avant d'arriver à la conclusion, et puis se fait noter sur son travail plus que sur s'il y a la bonne réponse. Puis ça, dans le côté de l'information, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment. Alors je pense que c'est pour ça que j'essaie de clarifier. Mon but, c'est pas d'être neutre. Mon but, c'est de montrer mon travail. Puis le monde, c'est ça, il y en a qui le comprenaient pas nécessairement, puis te reprochaient de pas être neutre, c'est ça? Je reçois beaucoup de commentaires de gens qui disent hey, merci de présenter l'information de façon objective et impartiale. Ça m'inquiète un peu toujours parce que c'est pas ça que je fais. Et de l'autre côté, quand
quand mon jupon dépasse un peu, chose qui arrive, les gens me disent « Ah, qu'est-ce qui arrive? T'sais, pourquoi t'arrêtes d'être neutre maintenant? » Puis j'avais jamais l'intention d'être neutre non plus. T'sais, je présente ma façon de penser, puis je comprends parce que on est habitué, c'est soit le journalisme ou l'éditorialisme. Le fait que moi, je suis une espèce de quelque part entre les deux, ça peut pousser les gens à penser que j'essaye d'occuper un espace ou l'autre quand c'est pas ça mon but. Ouais, mais c'est ça, hey, ça doit être dur des fois. Tu sais, parce que il y a des sujets là-dedans qui sont... c'est tout politique, là, tu sais, puis il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres. Mais j'imagine des fois... ça doit générer des commentaires. Puis, ouais, mais tu sais, les commentaires, il faut apprendre à les... tu dois faire la même chose, là, à en prendre et en laisser. Là. Ouais, mais tu sais, moi, je fais pas de politique nécessairement. Tu sais, oui, des fois, je vais surtout dans mes shows, tu sais, je vais parler, mettons, du politiquement correct, tout ça. Tu sais, ça, c'est des sujets que je peux traiter qui sont plus sensibles, mais tu sais, je fais pas vraiment de politique ou des affaires même. Tu sais, c'est ça qu'on dit à la table, on parle pas de religion ou de politique. Fait que, tu sais, j'imagine, c'est ça, tu sais, tu dois en recevoir de toutes les sortes des commentaires. Tu sais, je suis comme chanceux. La plupart de mes commentaires sont positifs. Il y en a qui ont pas d'allure, là, mais je veux dire, ceux-là, c'est un peu méchant de dire ça, mais tu sais, quand tu marches dans la rue puis tu passes à côté d'un chien qui est attaché à un arbre puis le chien il se met à te japper après juste par une espèce de réaction émotive que lui-même comprend pas, est-ce que tu te vires de bord pour japper au chien? Tu sais, non, c'est ce que tu comprends. C'est une réaction émotive d'un être qui a pas entièrement compris ce que tu voulais ou ce qui se passe puis... Ou t'as touché sa corde sensible. C'est ça, exact. Puis tu le laisses aller, puis tu continues ta vie. Là. OK, fait que c'est pas si pire que ça de bord d'un vidéo. Pour moi, non. J'ai parlé à des créateurs qui font des sujets différents, qui ont une réalité sociale un peu différente que eux. C'est affreux, là. Je lis leurs commentaires, j'ai l'impression, voyons donc comment une personne peut dire ça à un autre. Mais moi, j'ai pas à subir ça vraiment, en tout cas pas encore. Est-ce que tu penses que, parce que là, mettons, si je me fie maintenant à ta comparaison, je me dis, toi, j'imagine tu gagnes pas ta vie de TikTok. Non. Là. Fait que, tu sais, j'imagine, tu sais, si quelqu'un, un autre influenceur, lui, gagne sa vie de ça, peut-être qu'il doit prendre ça plus personnel ou être plus, avoir, je sais pas, une attention particulière aux commentaires, puis y accorder de l'importance. Toi, c'est pas ton revenu, tu fais ça, c'est pas pour le fun. Les gens qui m'écoutent, c'est pas mes clients. Alors, tu sais, je suis pas comme dans une optique de, faut que j'écoute les commentaires de mes clients pour livrer un produit qu'ils vont vouloir continuer à consommer pour que je puisse continuer à vivre. C'est pas ça ma réalité. Moi, on me demande souvent pourquoi tu fais ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu fais ça? Pour plusieurs raisons. Je vis à New York, alors ça me donne une opportunité de parler français, chose que j'ai pas vraiment souvent à New York. Ça me donne une raison de rester connecté à ce qui se passe au Québec. Je veux dire, je me considère encore québécois, même si ça fait plusieurs années que je vis à New York. Je reviens souvent, ma famille est ici. J'ai l'intention de revenir éventuellement, je sais pas quand. Je fais ça aussi parce que je veux participer aux discussions publiques en tant que citoyen. C'est drôle parce que je fais souvent des vidéos puis les gens me disent « Ah, tu devrais te lancer en politique. » Mais moi, je réponds de un, c'est ce que je fais déjà avec mes vidéos, c'est de la politique. La politique, c'est pas juste se présenter aux élections pour être élu. Tout ce qui est l'activité citoyenne où on parle de comment devrait fonctionner notre société ou comment fonctionne notre société, c'est de la politique parce qu'on vit dans une démocratie puis le responsable ultime, c'est le citoyen. Alors, participer à ça, c'est faire de la politique, mais mettons ça de côté. Il y a beaucoup de gens qui disent « tu devrais faire de la politique pour ça », c'est pas ça mon intention. Je dirais le gros de ma motivation m'est venu... J'avais déjà commencé à faire des petites capsules YouTube à l'époque, encore une fois, juste pour le fun, mais le 6 janvier 2021. Puis le 6 janvier 2021, c'est la date où les partisans de Donald Trump ont essayé de prendre d'assaut le Capitole. Moi, j'étais au Québec. À l'époque, c'était la pandémie. Tu sais, je travaillais en télétravail. Parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, ça. C'était juste... c'est ça, c'est exact. C'est le gars avec le style de... Ouais, le QAnon shaman, là. Ouais, tu sais, je veux dire, je les regardais, mais nonobstant toute la folie de toutes les memes puis tout ça, moi, ce que je voyais à la télé, c'est des milliers de personnes qui étaient en train d'utiliser la violence pour empêcher la reconnaissance du résultat d'une élection. Et ils le faisaient en criant des slogans pro-démocratie. Je suis certain que si tu avais demandé... c'est ça, mais si tu leur avais demandé, ils diraient, moi je fais ça pour protéger la démocratie, et je suis certain qu'ils étaient sincères. C'est là que j'ai réalisé, il y a une déconnexion dans le discours public, on ne se parle plus entre nous.
on se parle seulement par l'entremise de nos politiciens. Tu sais, bon, lui, c'est mon gars, puis lui, il a engueulé un tel, puis un tel, c'est ton gars, ça fait que va chier. Tu sais, c'est rendu ça, le discours public. Ah, puis c'est très émotif. C'est très émotif, et c'est là que j'ai réalisé, tu sais, des choses aussi de base, comme, ben, tu sais, pourquoi la liberté d'expression, c'est une bonne chose? Tu sais, si je te le demande, là, pourquoi c'est bien la liberté d'expression? Ben, c'est de même qu'on peut discuter, puis avancer les idées, puis arriver à une conclusion. Mais c'est ça qu'on veut? C'est pourquoi on veut que n'importe qui puisse participer à discuter? T'sais, ça, je dis pas ça pour piéger qui que ce soit, je l'ai réalisé moi-même. Ouais. C'est des reçus, c'est des choses, c'est de la sagesse reçue des autres générations qu'on accepte sans jamais vraiment questionner. Puis la sagesse reçue, ben, c'est une sagesse qu'on peut rejeter tout aussi facilement si on vient à une crise ou si on comprend pas la valeur intrinsèque, fondamentale de ces piliers de notre société libre. Ça devient facile pour quelqu'un, après ça, de jouer sur les cordes émotives, jouer sur la peur, jouer sur peu importe, et mener à ce que les gens soient prêts à abandonner ces choses-là parce qu'ils n'ont pas compris la valeur intrinsèque de ces choses-là. Ça, mon intérêt vient un peu de là aussi, d'expliquer, tu sais, ma vision de pourquoi on a besoin de ces choses-là dans la société. Ben ouais, puis tu sais... Je pense aussi, tu sais, comme maintenant de la phrase « on n'est jamais mieux servi que par soi-même », tu sais. C'est pour ça, tu sais, des fois, quand on laisse trop de responsabilité, je sais pas, à des députés ou à d'autres personnes, puis on fait comme « ah, je penserais pas à ça, je vais le laisser lui s'en occuper », ben des fois, on peut s'en faire passer une couple, là, tu sais. Ouais. Fait que de là, l'importance... En tout cas, pour moi, là, tu sais, d'être curieux, d'essayer de m'informer, d'essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je catch pas que ça veut dire ça, c'est normal. Ben, va trouver qu'est-ce que ça veut dire, puis remettre en question, tu sais, des fois, même des valeurs que soi-même on a, là, tu sais, de se remettre en question. Tu sais, il y en a bien qui font ça, qui remettent les autres en question, mais ils oublient qu'il faut se remettre nous aussi, nous-mêmes, nos valeurs. Pourquoi qu'on a ça? Ça nous a-tu été inculqué? Puis si oui, qu'est-ce que t'aimes de ça? Puis tu sais, puis des fois, ça va juste nous réconforter dans nos affaires. Puis des fois, ça se peut, tu fais, ben peut-être j'ai plus besoin de ça. Ouais. Aussi, ben, si ça nous réconforte, c'est une bonne chose. Ouais. Si réaliser que nos valeurs sont les bonnes, c'est agréable comme réalisation. Toi, si t'as commencé à faire ça avec quand il est arrivé l'événement du Capitole, puis c'est quand t'as commencé à le faire comme plus régulièrement, c'était-tu juste comme t'en avais fait un même ici, là, puis là, t'as voulu comme te lancer là-dedans, ou ça s'est fait pas mal tout seul? Ça s'est fait, comme je disais au début, c'était des vidéos YouTube, mais j'ai réalisé que c'est une vidéo YouTube de 5 minutes qui a de l'allure, ça prend comme 20 heures à faire. Bon, j'avais jamais fait ça avant, alors j'en avais aucune idée, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Puis ça, c'était juste, ça demandait trop de temps. Puis c'est là que j'ai comme découvert TikTok pendant la pandémie, comme des milliers de personnes, on n'avait rien à faire sauf rester chez nous. Alors moi j'ai découvert TikTok, j'ai commencé à faire des vidéos, mes premiers c'était vraiment voici ce que je pense de ça. C'était pas très bon, mais à force d'en faire, je me suis comme intéressé, j'en fais peut-être un par jour, 1 ou 2 jours en moyenne, mais tu sais c'est quelque chose qui m'est venu comme de façon un peu comme évolution naturelle de mon désir de vouloir être un citoyen actif. Est-ce qu'il y a une partie d'arrogance là-dedans? Évidemment, je pense que n'importe qui décide que oui, moi, il faudrait que ma face apparaisse sur les téléphones des gens dans leur maison. Il faut avoir une certaine, puis je le reconnais, là, il faut avoir une certaine arrogance pour faire ça aussi. Puis je veux dire, je pense que c'est le reconnaître, ça veut pas dire que je pense que c'est la fin du raisonnement non plus. Il y a une partie de ça qui était juste que j'étais tout seul chez moi comme tout le monde, j'avais rien à faire, j'avais très peu de contacts sociaux, alors ça fait une espèce de contact parasocial. T'étais-tu à New York dans ce temps-là? Quand j'ai commencé, j'étais encore à Québec. OK. J'ai continué à New York et je dirais que même une fois rendu à New York, j'étais encore plus intéressé à en faire parce que là, j'avais plus mon contact avec le Québec
du fait d'être au Québec. Ouais. Alors, ça me faisait beaucoup de bien aussi, tu sais, rester à l'affût de cette façon-là. Ça, pour moi-même, ça fait que mon algorithme TikTok va être beaucoup axé sur le Québec parce qu'il comprend que c'est ça que j'aime. Puis c'est ça que tu likes. C'est ça exactement. Tu sais. Alors, ça continue de même. C'est pas... Il y a pas eu comme de moment... À part le 6 janvier, il y a pas eu comme de moment où moi, je dis, OK, ben, je veux devenir TikToker. Tu sais, c'est pas ça que je veux faire. J'aime ma job, j'aime ce que je fais. Mais ça me fait quelque chose d'intéressant à faire sur le side, mettons. Puis comment que, quand c'est arrivé, t'as catché que ça pognait tes vidéos? Ben, je sais pas si je suis encore rendu à croire que ça pogne mes vidéos. C'est drôle à dire parce que... C'est quand même 50 000 abonnés. Ouais, c'est 50 000 abonnés, mais tu sais, c'est quoi un abonné? C'est pas... Surtout, particulièrement, tu sais, sur TikTok, j'ai 50 000 abonnés, mais il y a 10% des gens qui voient chacune de mes vidéos. Alors, tu sais, un abonné, c'est quelqu'un qui a dit « Ah ouais, tu sais, je suis intéressé, j'aimerais voir plus de son contenu. » c'est peut-être parce que je suis loin et ça me frappe pas. Tu sais, quand je viens, chaque fois que je reviens au Québec, je me fais reconnaître. Puis ça m'est toujours étrange parce que dans ma vie de tous les jours, je suis à New York. Il y a personne qui voit mes TikTok à New York. Alors, cette partie-là, je l'ai pas encore réalisé. Je me considère pas vraiment comme quelqu'un qui fait du contenu qui pogne. Pour moi, c'est juste des chiffres en bas d'un écran, c'est un peu abstrait. Hein. Fait qu'il n'y a pas eu vraiment comme un vidéo en particulier où du jour au lendemain, ça a commencé à pogner. Pas vraiment. Tu sais, j'ai eu quelques vidéos qui ont, on pourrait dire, virales. J'ai une vidéo qui a été vue un peu plus qu'1 million de fois, mais tu sais, c'est mon seul. Sauf que pas mal tous mes vidéos vont être vues maintenant entre 5 et 10 000 fois. Puis, moi, je me dis, si ça veut dire qu'il y a 5000 personnes qui ont pensé à quelque chose d'une façon critique aujourd'hui, puis j'ai pris part à ça, ben ça me satisfait, je suis content. OK. Ah, ben c'est cool, c'est une bonne façon de le voir. Moi, des fois, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis humoriste, puis tu sais, il y en a des fois là, qui s'enflent la tête avec leur chiffre TikTok. Là. Puis tu sais, genre, si t'es satisfait de ton travail, tu sais, ça, je trouve ça cool, mais tu sais, de là à se vanter, puis à faire que tout shit, là, t'es de shit, là. Tu sais, j'ai genre zéro respect pour ça. C'est surtout... Oui, man, là, j'ai mis... avant que je commence à mettre des... Parce que là, l'algorithme sur Facebook, c'est de la grosse dèche, là. Mais en tout cas, sur TikTok, la première vidéo que j'ai mis, c'était une compilation d'un chien, genre, qui fait comme... Fait que moi, je l'avais modifié, j'avais fait une genre de compilation, puis j'ai eu 2,8 millions de vues avec ça, tu sais. Fait que je suis jamais retourné là-dessus par la suite. Puis là, après ça, j'ai comme... Là, peut-être 1 an, j'ai commencé à mettre des vidéos là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a un bon algorithme là-dessus, là, tu sais, mais c'est pour ça que, tu sais, il y en a qui faisaient comme moi, j'ai 50 000 vues. Ouais, ta gueule. Ouais, sur TikTok, moi, je considère que tu commences à... T'es au minimum des gens qui sont plus ou moins big quand t'as 100 000 abonnés. J'étais à 50 000. Je suis même pas rendu là. Ça, c'est le plancher, c'est le minimum. Ah, ouais, merde. Fait que là, ça, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que là, toi, tu viens de Québec. Ouais. T'es allé étudier le droit à l'Université McGill, ça veut dire à Montréal. J'ai fait génie civil à Laval avant. OK. J'ai travaillé à peu près 5 ans comme ingénieur, puis après ça, j'étais allé faire mon droit à McGill. Ah ouais! Puis c'est quoi, t'as pas aimé ça? J'ai adoré être ingénieur. Je veux dire, je suis encore ingénieur, je suis encore membre de l'ordre, je paye mes cotisations, je fais toutes mes obligations, c'est juste que je ne pratique plus dans le domaine, mais j'ai vraiment aimé ça, être travailler comme ingénieur, c'est juste... Toi, t'aimes les études. Ben ouais, j'aime l'école, si tu veux, j'aime l'école. J'ai même pas mon 5, moi j'ai 0 et t'es capable de me rendre là. Toi, t'as fait 2 métiers. Ouais. et je me prépare, je vais faire une maîtrise, si tout va bien, je commence en septembre. À Londres? À Londres, c'est ça, tabarnak. J'aime vraiment l'école, tu sais, des gens, je comprends totalement l'école, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Puis il faut respecter ça, mais moi, je suis une des personnes pour qui l'école, clairement, ça marche pour moi. Ouais. Alors, j'en fais. Puis tu parce que c'était facile pour toi? Ma mère est enseignante, à base. Mes 2 parents sont profs, moi. Ah ouais, OK. Même Chris la blonde, l'ex à mon père, c'était un autre prof. Fait qu'il y en avait 3. OK, j'allais dire, j'avais peut-être un milieu familial qui était propice à ça, mais bon. Ouais, tu sais, j'avais... Comme je disais, moi, la façon que mon cerveau fonctionne, l'école, ça marche super bien. Ouais. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens, la façon que leur cerveau fonctionne, l'école, ça marche pas. Puis ça veut pas dire qu'ils sont caves, ça veut juste dire
qu'ils sont pas faits pour apprendre de cette façon-là. Moi, ça marche. Moi, être assis, puis j'ai un problème avec l'autorité, tu sais. Ok. Moi, c'était ça. Moi aussi, j'ai un problème avec l'autorité. Ah ouais? Puis ça a pas nuit à... Je crois que la meilleure façon qu'on peut être critique et résister à l'autorité qui abuse de son pouvoir, c'est en ayant la meilleure compréhension possible de comment l'autorité fonctionne et comment l'autorité est supposée fonctionner. Puis, Ouais. là, je vais citer une scène d'un film Armageddon. Ça, c'est pas un bon film, c'est un film de Bruce Willis, genre c'est un film d'action de Michael Bay, mais il y a une séquence Armageddon. là-dedans. Ah, ben ouais. Le film Armageddon, ouais. Tu me dis, ça a été fait par Michael Bay. Ouais. J'y repense, ben oui. Ben oui, tu sais, c'est oui. pas un film intelligent, mais il y a une partie là-dedans qui m'a vraiment frappé. C'est la comète qui va frapper la Terre, puis là, tous les gros scientifiques puis les militaires sont au Pentagone, je sais pas trop où, ils disent on va lancer tous nos missiles nucléaires. Puis là, t'as le un scientifique qui dit non, ça marchera pas. Puis là, il fait l'analogie que si t'as une main fermée, tu peux laisser un pétard sur une main fermée, tu vas juste brûler l'extérieur de ta main. Mais si tu rentres un pétard à l'intérieur de la main, puis tu fermes la main, puis là, il explose, t'as plus de main. La meilleure façon de résister aux abus de pouvoir, j'ai l'impression, c'est de trouver une façon de bien participer au système. OK. Puis là, je veux dire, il y a des points de vue qui sont totalement différents. Je veux dire, fondamentalement, il y en a qui disent « t'es un collabo ». Mais la façon que moi, je pense que moi, je peux être plus utile, c'est en participant au système. Puis souvent, les abus de pouvoir, c'est pas des abus de pouvoir qui sont ancrés dans la façon que le système est supposé fonctionner. Alors, le mieux tu comprends comment le système est supposé fonctionner, le plus tu es équipé à résister aux abus du pouvoir de ceux qui ont trouvé une place dans le système et qui abusent de leur position. Ben oui. Comme dans le fond, avec la loi 96 que tu avais parlé. Je sais pas si ça me tente qu'on en parle, que je te laisse en parler, parce que moi, je le connais pas tant que ça. Mais ça, c'est la loi, dans le fond, qui est pour renforcer le français au Québec. C'est la nouvelle une mise loi. à jour de la Charte de la langue française, qu'on appelle ça. communément la loi 101. La loi 96 vient modifier beaucoup d'aspects de la loi 101. Je vais l'appeler la loi 101 parce que c'est ce qu'on l'appelle tous. Mais entre autres, moi, ma crainte particulière là-dedans, puis je crois sincèrement que c'est peut-être juste une erreur, mais il y a dans les modifications dans la loi 96, il y a un droit d'inspection. Et puis les droits d'inspection, je veux dire, on en trouve dans plein d'autres lois, puis la façon que le droit d'inspection a été écrit dans la loi 96, on trouve des clauses très très similaires dans plein d'autres lois, qui sont pas un problème. T'sais, essentiellement, ça dit qu'un inspecteur peut rentrer dans tout domaine, dans tout lieu de travail ou essentiellement partout sauf une maison privée. Pour y faire ses inspections, il peut vérifier les systèmes informatiques pour s'assurer que le français, les lois à propos du français sont bien respectées. En soi, c'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est que la loi 96 applique la clause non-obstant. Puis là, je vais expliquer c'est quoi la clause non-obstant, mais applique la clause non-obstant à l'ensemble de la loi 101. La clause non-obstant, ça fait en sorte que la Charte canadienne, qui garantit, entre autres, notre liberté notre droit contre des fouilles et saisies abusives, s'applique pas. Et la Charte québécoise, parce qu'on a une Charte québécoise aussi qui fait la même chose, ne s'applique pas non plus. Alors, tous les autres lois qui ont un droit d'inspection du genre, et tous ces autres lois-là sont automatiquement limités par les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne et la Charte québécoise. Alors, c'est pas grave qu'on ait une clause où on dit un inspecteur peut rentrer n'importe où, n'importe quand pour voir ce qu'il veut. Parce que la Charte, elle parce que protège. la Charte s'applique, elle protège. Ouais. Dans la loi 96, la Charte a été écartée. Ce qui veut dire que légalement, un inspecteur, un agent de l'Office québécois de la langue française pourrait t'arrêter dans la rue, puis s'il a raison de croire que tu travailles de façon qui ne respecte pas les normes de la loi 101, te demander ouvre ton téléphone, montre-moi tes messages textes, montre-moi tes emails personnels. Il voudrait savoir quoi? Genre que je parle en français? C'est ça. Ce serait ostensiblement pour confirmer que tes communications avec ton employeur sont en français. Mais en même temps, je veux dire, le potentiel d'abus, là, selon moi, est trop grand. Puis j'avais fait une vidéo là-dessus en disant, tu sais, la façon de régler ça, c'est simple. On fait juste dire l'article précis où les inspecteurs ont le droit de faire leurs inspections.
la charte s'applique à cet article-là spécifiquement, puis c'est réglé, ça n'a pas été fait. Ouais. Tu sais, comme moi, maintenant, dans le fond, juste parce que mon podcast, ça s'appelle What's Up Podcast. Puis moi, je suis une compagnie. Tu sais, fait qu'il aurait le droit de rentrer chez nous. Ben, je dis What's Up Podcast, je sais pas si c'est conforme avec la charte de la langue française. Je pense pas. Je sais pas. Alors, ben, là, je veux pas rentrer comme je disais. Je peux pas donner des conseils juridiques au cas par cas. Je sais pas exactement comment ça s'appliquerait à un podcast. Mais, tu sais, ce serait, selon moi, la crainte, c'est plus comme un bureau de médecin. Un bureau de médecin qui a surtout une clientèle allophone ou anglophone, où le médecin lui-même est allophone ou anglophone. Alors, il prend ses notes dans une langue autre que le français. Oui, et dans ses notes, qui après ça donne à sa secrétaire, qui est peut-être aussi une allophone, si son bureau de travail est assujetti à la loi 101, ben, il faut que ces communications-là soient en français. Alors, un inspecteur du gouvernement pourrait rentrer et voir les dossiers médicaux, par exemple. Et là, encore une fois, je veux dire, ça fait longtemps là, que j'ai fait cette vidéo-là. Peut-être que la loi a été modifiée depuis. Ma crainte, c'était que tout en voulant respecter, c'est une inspection qui est faite pour s'assurer que le français est bien respecté. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais parce qu'on a enlevé l'espèce de protection de la charte, il faut vraiment faire attention à ce qu'on a fait, puis j'ai l'impression que ça n'a pas été fait. Je précise, je ne crois absolument pas que ça a été fait par malice, je pense pas que c'est un complot, je pense que c'est tout simplement une erreur, parce que le droit d'inspection, il se trouve dans plein d'autres lois, puis il n'y a pas de problème. Alors c'est parfaitement normal et naturel de se dire, bon, ben, ce droit d'inspection-là, on va le mettre dans notre loi ici aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste que parce qu'on a enlevé le cran de sécurité, si tu veux, il faut faire encore plus attention. Je pense pas qu'il y a une intention de l'utiliser de façon abusive, mais dans 20, dans 30 ans, quand on ne pense plus, un autre gouvernement, loin dans le futur, qu'on ne sait pas c'est qui, va avoir accès à cet outil-là aussi. Il faut vraiment faire attention à quel outil on lui donne. Parce que c'est à ça aussi qu'il faut penser. C'est pas parce que celui qui fait la loi n'a pas de mauvaise intention que ça veut pas dire que le prochain gouvernement va bien l'utiliser ou va être aussi bien intentionné. T'sais, la loi 101, ça fait des décennies qu'on l'a. Je veux dire, les personnes qui l'utilisent et qui l'appliquent aujourd'hui n'étaient pas nées quand elle a été créée. Alors, on n'a aucune idée ça va être qui va appliquer cette loi-là dans le futur. On ne sait pas ça va être quoi leurs intentions. Puis on est en train de leur donner des outils avec un potentiel d'abus qui est un peu alarmant au nom d'une cause qui est noble, qui est de protéger et de promouvoir le français. Ben ouais. De le faire perdurer dans le temps. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que c'est ça, tu fais des vidéos TikTok. Puis moi, pendant que tu dis ça, je me disais toi, t'es dans quel domaine de avocat? C'est quel domaine-tu? Parce que je me demande, tu sais, c'est clairement pas pour se pogner des clients. Tu sais, j'imagine pas que ça t'amène des clients. Ça m'amène aucun client, même. Tu t'es à New York, mes employeurs seraient plus confortables que je ne fasse pas mes vidéos. Ah ouais? Oui. OK, comment qu'ils trouvent ça? Ben, tu sais, je travaille à New York. Alors, pour eux, je fais des vidéos qui visent le Québec. Pour eux, le Québec, c'est cute, là. C'est comme, c'est le voisin au nord, puis ils savent pas trop ce qui se passe. Mais non, tu sais, je travaille en droit des affaires. Je fais le droit des valeurs mobilières, surtout. Alors, la Securities Exchange Commission, des clients qui sont dans des fonds d'investissement, dans les grandes banques. OK. Mais tu vas pas en cours, là. Non, je vais pas en cours, je vais pas de litige. Non, c'est ça, OK. Parce que ça, moi, j'ai un de mes chums qui est avocat, puis dans ma tête, les avocats sont que en cours. Ouais, non, moi, je vais pas. Si je fais bien mon travail, personne passe devant un juge. Et c'est quoi, toi, dans le fond, est-ce que tu lis les... Tu lis les registres puis tu fais sûr, mettons, que tout soit bien appliqué ou les enfants c'est ça. Je m'assure que mes clients respectent les normes et les lois. Ouais, pour pas qu'ils se fassent chier. C'est ça. C'est préventif, mettons. C'est pour s'assurer qu'ils vont pas se faire poursuivre quand ils veulent faire des transactions avec d'autres grosses institutions financières ou peu importe. Ça respecte les lois. Parce que ça respecte les lois. C'est moi qui vais écrire les contrats. On va négocier les termes de l'entente exacte. Qui va être responsable, pourquoi, comment on va l'écrire dans le contrat. C'est ça mon domaine. OK. Puis pourquoi avoir été à New York? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de... Il y a beaucoup de raisons différentes. Du point de vue professionnel, New York, c'est la Ligue nationale du hockey de mon domaine. Ouais. Alors je me suis dit, tant qu'à
tant qu'à le faire, j'aimerais le faire ouais. au plus haut niveau possible. Puis je dis pas du tout ça pour dénigrer le travail qui se fait au Québec. Il y a du travail juridique super de super haut niveau qui se fait ici aussi, mais l'ampleur et la complexité, la spécificité des projets, le sommet, c'est à New York. Alors, c'est à New York que je voulais aller. Je vais pas me cacher, les salaires sont très, très bons à New York. C'est un facteur dans ma décision aussi. Du côté personnel, je ressentais le besoin de quitter le Québec pour une période de temps. C'était pas une espèce de désaveu, c'était pas un arc, j'ai tellement ça ici. Au contraire, mais tu sais, des fois, il faut être loin de quelque chose pour le voir dans son ensemble. Alors, New York, c'est assez loin. Ça te tentait de vivre une expérience? Ça me tentait de vivre une expérience. Je veux dire, New York, c'est une super belle ville. Vivre à New York aussi, là, c'est une énergie qu'on trouve difficilement ailleurs. Dans ma tête, ça a tellement pas ça. Dans ma tête, New York, c'est un gros chunk de déchets. Ben, oui, c'est pas faux, mais c'est un gros chunk de déchets à côté de Broadway. Ouais, c'est quelqu'un qui pisse dans le coin à côté du musée métropolitain de l'art. C'est une ville de contradictions. Puis t'aimes ça, New York? J'aime vraiment ça. Ça fait combien de temps t'es là? J'ai déménagé de façon permanente en 2017. Je suis revenu pendant la pandémie pour à peu près 1 an et demi. Puis je suis retourné en novembre 2021. OK. Puis encore là. C'est ça, puis comment que ça s'est passé? Tu trouvais-tu... Tu sais, revenir au Québec, tu t'ennuyais-tu de New York? Pendant la pandémie, tout était tellement bizarre que c'est pas ça. Là. Hein, Mais non, tu sais, quand je reviens au Québec, je m'ennuie pas de New York. J'aime être au Québec. Je suis bien au Québec. C'est plus que je ressens encore le besoin d'être un peu loin encore pour une certaine période de temps, pour des raisons qui me sont pas entièrement claires non plus, mais c'est un sentiment profond. Ouais, plus instinct. Ouais, c'est ça. C'est un instinct. Ouais. Fait que là, tu t'en vas peut-être en tout cas, si tout va bien. Si tout va bien, c'est une question de Londres. visa puis de tout ça, mais si tout va bien et tout devrait bien aller, je vais commencer à Londres en septembre. À la London School of Economics, une maîtrise en philosophie des sciences sociales, que ça s'appelle. Et ça va être largement axé, dans mon cas, sur la philosophie de l'économie et philosophie du rôle de l'État dans l'économie. OK. Puis c'est pas n'importe qui peut aller là. Je veux dire, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Mais il y a quand même un gros processus. C'est très sélectif. Ouais, il y a un gros processus. Il y a un examen standardisé, pas d'admission, mais d'aptitude. Il faut aller chercher des références. C'est comme appliqué pour un programme de maîtrise ou de doctorat ici, mais à Londres. Ah, OK. Dans ma tête, c'était de quoi comme genre super compliqué administrativement, c'est super compliqué parce que je veux dire, il faut que... Parce que tu t'as fait une vidéo là-dessus. Ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus juste pour expliquer comme... toute la folie derrière ça. Il faut parce que je suis un citoyen canadien qui vit et qui travaille aux États-Unis et qui applique pour un visa étudiant à Londres. Alors, les niveaux de complexité, essentiellement, il y a 3 pays différents qui sont impliqués. Il y a 3 administrations étatiques différentes qui sont impliquées. Il faut que je renouvelle mon passeport parce qu'il faut que mon passeport soit valide pour toute la durée de mes études, mais pour renouveler mon passeport canadien pendant que je suis aux États-Unis, il y a un processus pour ça qui est compliqué. Une fois que je l'ai, là maintenant j'ai un passeport canadien aux États-Unis et je vais utiliser mon passeport canadien aux États-Unis pour faire une demande de provenance des États-Unis pour Londres. J'aurais préféré que ce soit plus simple. Moi, je m'en vais en France dans pas long, tu sais, puis ça va être la première fois, puis ça me fout la chienne, man. Ah, man, pour vrai, j'haïs ça, man. Si c'était pas du fait que j'avais une bonne opportunité, là, jamais j'irais là. Puis c'est pas la France, c'est juste, moi, être dans un autre pays, là, tu sais, tu connais pas les lois, tu sais pas... Qu'est-ce que tu peux faire? C'est des choses de base comme... même, tu fais juste Québec-Montréal. À Québec, l'autobus arrive, c'est un mosh pit pour embarquer. À Montréal, l'autobus arrive, tout le monde fait la file. C'est juste... Ça, c'est juste une petite différence. Mais moi, quand j'ai déménagé à Montréal pour les études, il a fallu que je m'habitue à ça. Alors, s'habituer à toutes les nouvelles façons de faire dans un autre pays. Non, mais tu sais, sans le savoir, moi, l'autobus arrivait, il y avait des gens qui étaient le bord du trottoir. Je me disais, bon, tu sais, tout... Moi, je rentrais comme... Je coupais tout le monde. Tout le monde me regardait croche. Jusqu'à ce qu'éventuellement, assez rapidement, heureusement, j'ai réalisé que ça se faisait pas de même à Montréal.
Ah, man. Ben, c'est ça, fait que là, tu sais, moi, c'est ça, ça me fait peur. Tu sais, l'avion aussi, ça me fait quoi, man? Ou de rester pris dans cette crise de place. Là, moi, je suis bien dans mon trou, là, Ouais. tu sais. Là, fait que... Mais bref, fait que si tu t'en vas là, ça va être combien de temps, tes études? C'est un an. OK. Ah, un an? Ouais, c'est pas si pire que ça, là. c'est assez rapide. C'est une des raisons que j'ai choisi de le faire à Londres aussi. Le Royaume-Uni, c'est une des rares places au monde où ils font des maîtrises d'1 an. La plupart des autres endroits demandent soit une maîtrise de 2 ans ou que tu aies comme déjà fait plein de cours d'avance. Alors, maîtrise d'1 an, tranquille, ça va me faire du bien. OK. Puis ça va t'apporter quoi d'avoir J'en ça? ai aucune idée. Ah, c'est juste l'opportunité de C'est- pouvoir le faire. Ouais, c'est comme tu disais, l'instinct. Là. Je ressens un espèce de besoin de De retourner aux écoles. de retourner à l'école. C'est l'école, clairement, j'aime ça. Ça fonctionne pour moi. Tu sais. Tabarnak, maintenant, Chris, l'important, c'est que t'es heureux là-dedans. C'est ça. Fait que, puis aussi, tout à l'heure, ça, je t'écoutais, puis tout ton but, c'est pas nécessairement de gagner ta vie de TikTok. Non. Fait que, Ben, de tu toute sais, façon, je veux dire, ça fait 2 ans maintenant que je suis monétisé sur TikTok. Je me suis fait 140$. ah ouais, c'est Alors, ça. je c'est vais pas- jamais gagner ma vie de TikTok. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y en a que, tu sais, ils ont une job, mais leur but, c'est éventuellement de s'en aller dans le domaine qu'ils veulent, là, tu sais, par rapport au web. Là. Mais toi, c'est pas ça pantoute. là. Non, comme je disais, j'aime ma job. Je veux dire, si après mes études, je décide de retourner à travailler à New York ou ailleurs en droit, je serais pas malheureux. Là. J'aime ce que je fais. Pour moi, j'aime me convaincre que je le fais par espèce de devoir citoyen. À quel point c'est vraiment ça ma motivation et c'est pas que juste je m'emmerde puis j'ai pas d'amis, je sais pas là. Tu sais, je crois profondément qu'on a tous une obligation de contribuer au bien-être de notre société au-delà de juste je respecte les lois puis je vais voter. Tu sais, je pense que on est tous responsables pour la société, elle nous appartient, c'est notre société. Au-delà de nos compétences. C'est ça, exact. Alors moi, la façon que je peux le faire en tenant compte de mes compétences, c'est en faisant ça. Ben c'est ça. En plus avec ce cerveau-là, là, hein? Tout bien rempli, tabarnak, faut bien que ça serve. J'espère que ce soit surtout bien organisé, bien rempli. C'est facile de remplir un cerveau. Fait que, OK. Puis, mais si, ma question, c'est si, mettons, je sais pas, si quelqu'un à la production à TVA, le tripe sur tes affaires, là, puis voudrait te donner un poste d'analyste, c'est quoi qui serait intéressant pour toi ou... Ce serait une discussion à avoir, mais je vise pas ça. C'est pas ça mon intention avec mes vidéos de TikTok. C'est pas ça mon intention avec mon activité professionnelle. Ce serait une discussion à avoir. Ça rentrerait, je le verrais dans le même cadre de responsabilité citoyenne. Je sais pas si... Il faudrait que je me rende confortable que de monétiser cette chose-là de façon à ce que ça devienne une partie de mon gagne-pain. Ça va pas, à quelque part, corrompre ou changer la façon que j'approche qu'est-ce que je dis. C'est comme je disais au début, quelqu'un qui a besoin de... quelqu'un pour qui son auditoire, c'est ses clients. Ça change la dynamique énormément de qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va pas dire. T'sais, moi, j'ai le luxe de pouvoir contrarier la foule qui m'écoute parce que j'ai pas besoin de ça pour vivre. Ceux qui m'aiment me suivent. C'est ça, exactement. T'sais, si ça change, puis si je me retrouve dans une situation où, si les gens arrêtent de m'écouter parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que je dis, je perds mon gagne-pain. Là, c'est clair que même subconsciemment, je vais peut-être commencer à modérer mes propos, puis je veux m'assurer que si ça se fait, ou si je viens à faire ça de façon un peu plus intense, qui prend un peu plus de mon temps, je vais m'assurer que les bonnes mesures vont être en place pour éviter ça le plus possible. Tu sais, tu ne prétends pas détenir la vérité, mais ça t'arrive-tu de faire des erreurs d'un fois? Souvent, oui. Ouais. Souvent, pas... T'essayes de pas. J'essaie, c'est sûr. Jamais je vais commencer une vidéo en me disant « je pense que je vais me planter aujourd'hui. Ouais. » Mais tu sais, ça m'est arrivé où des gens ont laissé des commentaires disant « Hey, ce que tu dis, c'est pas vrai. » Puis ils me disent « Regarde telle chose. » ou puis, en effet, je me suis trompé. Je suis très reconnaissant des gens qui laissent des commentaires en me disant que je me suis trompé sur une question factuelle parce que je veux... C'est vérifiable. C'est vérifiable. Puis surtout, je veux pas présenter de la
mauvaise information. Alors quand ça arrive, ben, j'enlève le vidéo puis je fais un correctif. Malheureusement, la nature de l'algorithme fait en sorte que si j'ai un vidéo qui a vraiment pogné puis une erreur dedans, le correctif va peut-être être vu par moins de gens, ce qui fait que j'ai quand même, je pense, une obligation d'essayer de minimiser les erreurs le plus possible, mais ça arrive. Quand ça arrive, je me corrige. C'est ça, tu le délites carrément. Moi, je le délite parce que je veux pas perpétuer une information qui est incorrecte. J'ai pas le contrôle absolu, je sais pas il y a combien de personnes qui ont downloadé mon vidéo puis qui l'ont partagé ailleurs, j'ai pas de contrôle là-dessus. Mais quand je constate une erreur, la moindre des choses, c'est au moins d'arrêter de la propager. Il y a une autre affaire, je voulais te parler aussi, c'est le projet de loi C11. OK, oui. J'ai fait une vidéo là-dessus sur l'article 4.2, je pense, du projet de loi C11. C'est exactement. Hein? Exactement. Bien organisé la tête. Aïe, aïe, wow, je m'épate moi-même. Ça, tu veux-tu en parler? Ouais, tu sais, ce que je disais dans mon vidéo, la loi C11 dans son ensemble, il y a plein de choses qui sont dites là-dessus. Puis c'est un gros projet. C'est un gros projet de loi qui touche beaucoup de choses, mais essentiellement, le but du projet de loi, c'est d'assujettir Netflix, Amazon Prime, tous les services de streaming aux règles sur le contenu canadien. La crainte avec ça, c'est qu'il faut dans la loi définir c'est quoi un service de streaming. Puis la façon qu'ils définissent un service de streaming inclut potentiellement les créateurs comme moi pis toi. Parce que nous, on n'est pas un service de streaming, mais on crée du contenu qui va embarquer sur les plateformes. Et il y a une clause dans le projet de loi qui... encore une fois, je précise, le projet de loi ne vise pas à faire ça, mais il y a une clause qui fait en sorte que le gouvernement pourrait demander à YouTube, Facebook, TikTok, Instagram de modifier leur algorithme à des fins de promotion des objectifs de la loi sur la radiodiffusion. Fait que du contenu canadien. C'est ça. Il n'y a rien qui oblige à le faire. Il n'y a rien dans la loi qui affirme que ça va être fait, mais il y a la possibilité que ça se fasse et il y a beaucoup de gens qui sont un peu inquiets de ça. Ben oui, parce qu'en même temps, là, c'est à savoir c'est quoi du contenu canadien puis c'est quoi un bon contenu canadien. Moi, à New York, est-ce que j'ai du contenu canadien? C'est ça. Je sais pas. Moi qui crée, je veux dire, je marche à travers le Manhattan quand je fais mes vidéos des fois. Est-ce que c'est du contenu canadien, ça? Quand je parle comme ça, je parle de sujets qui sont clairement liés au Canada, mais je sais pas comment ça va être défini. C'est ça. Puis qu'est-ce qui est du bon canadien? Qu'est-ce qui est du bon contenu? Ouais, moi qui est souverainiste affirmé. Est-ce que ça rentrait... non, on ne veut pas là-dedans. C'est ça. Un des objectifs de la loi sur la radiodiffusion, c'est de faire la promotion de l'identité et de l'unité canadienne. Est-ce que, justement, je veux dire, encore une fois, il n'y a rien qui indique que c'est ça qui va arriver. Il n'y a rien dans la loi qui affirme que ça va être ça. Mais il y a la possibilité d'abus et ça, est-ce qu'on pourrait passer devant les tribunaux pour invalider une décision d'un ministre là-dessus? Sûrement, mais pourquoi se donner la peine de le faire quand on pourrait juste écrire la loi d'une façon qui est plus claire? Ben oui, puis là, ils sont en train de légiférer. Là, fait que... Mais ouais, c'est ça. Moi, ça me fait peur, là, ces affaires-là. Ça m'inquiète un peu moins parce que, je veux dire, il y a encore la liberté d'expression. La charte s'applique. Le gouvernement peut pas juste censurer ton opinion parce que t'es souverainiste. Mais ça reste que... Mais en même temps, il faut que tu te battes, là. C'est ça, faut que tu te battes. Tu sais, comme Mike Ward, là, tu sais, tabarnak. C'est pas tout le monde qui a les finances pour se rendre en Cour suprême. Là, exactement. C'est ça, il faut que tu aies les finances, ça veut dire la liberté financière de pouvoir le faire, mais en même temps, Chris, faut que tu aies les reins solides, puis là, je parle mentalement. Mike, ça l'a emmené au bord du suicide, là, cette affaire-là. Tu regardes avant, puis après, oui, il y a 10 ans qui a passé, mais je veux dire, le gars, il a l'air d'avoir pris 50 ans pendant ce temps-là, puis Jérémy Gabriel, même chose. Non, ouais. Autant les deux bords. Je veux dire, moi, je suis pas en litige, mais je connais un peu le domaine. C'est taxant se battre en cours de même. Puis si on peut l'éviter, évitons-le. Ben oui, vraiment, man. Puis là aussi, ça avait été, je pense que tu avais fait comme une autre vidéo, ce que tu parlais, tu avais été dans un gala d'influenceurs. Oui, j'ai été invité au gala Influence Création. J'étais là, puis je me demandais qu'est-ce que je fais ici. Tu sais, je suis pas... Juste le mot influenceur. Gala influenceur. Je me suis comme décidé, est-ce que je suis un influenceur?
j'imagine. Tu sais, ouais, mon objectif, c'est d'influencer les gens. Tu sais, j'espère qu'après avoir écouté mon vidéo, ils vont penser d'une façon plus critique ou qu'ils vont avoir pris connaissance de quelque chose. Ben oui, clairement. C'est de l'influence, Ben ça. oui. Alors oui, je suis influenceur. Mais c'est qu'il y a un côté péjoratif. Ouais, ben c'est ça, parce que tu sais, on pense à influenceur, maintenant, là, c'est ça, tu sais, on pense à exact, genre ouais. Tu sais, puis c'était drôle, j'ai texté, d'ailleurs, je veux absolument saluer les créateurs de Influence Création, ils ont fait un super beau gala, mais tu sais, c'était cool. J'étais là, puis je regardais tout le monde, puis évidemment tout le monde était sur leur cellulaire à se faire des selfies tout le temps parce que c'est la nature de la business. Alors j'avais l'impression, tu sais, c'est comme, tu sais, je suis dans un zoo où c'est les animaux qui se prennent en photo, tu sais, puis j'en suis un, je suis pas meilleur que qui que ce soit d'autre, j'étais là à faire la même chose. Ouais. C'est péjoratif, puis je pense pas que ça devrait l'être. Mais c'est ça que t'expliquais, ouais, on devrait réclamer le On devrait terme. absolument réclamer le mot. Je veux dire, tu sais, le mot qu'on a pour les vedettes au sens standard, si tu veux, c'est les stars, tu sais, les étoiles. C'est pas du tout péjoratif de dire que quelqu'un est une étoile. Mais parce que c'est sur une nouvelle forme de média, on le dit, vous êtes des influenceurs. Tu sais, vous êtes là à faire du duckface puis à essayer de vendre des suppléments de muscles de je sais pas trop quoi. Ouais, c'est Popeye. Ouais, exact. Genre, c'est pas. Est-ce qu'il y a de ça? Oui, mais vous allez pas me dire que Popeye fait pas de pub à TVA non plus, là. Tu sais, ça se fait partout. Alors pourquoi c'est mal vu quand c'est des individus qui le font? Tu sais, dans le fond, chaque influenceur est aussi un entrepreneur. Ben oui. Pourquoi c'est mal vu quand c'est des personnes qui, de leur propre initiative, décident que c'est ça qu'ils veulent faire puis qu'ils le font? C'est ça. Mais c'est comme si, vu qu'il y avait un intermédiaire qui est la télé, on va dire, ça devient plus noble de cette façon-là. Tu sais, non, je me sens très confortable maintenant avec le terme influenceur, si c'est comme ça que les gens veulent me décrire. Ben moi, ça me ferait chier parce que moi, dans ma tête, j'étais un humoriste, tu sais, fait que moi, si tu m'accoles influenceur, tu vas faire comme quoi, merde, mais en même temps, mon corps, il sera bien, là, tu sais, je suis quasiment plus proche d'être YouTuber que, tu sais... Ouais, mais ça aussi, pour longtemps, YouTuber, c'était comme négatif. Ouais. Puis maintenant, ça l'est pas. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que ça l'est. Ouais. Mais par exemple, l'affaire, le gala, je trouve ça quand même cool qu'ils font ça. Tu sais, un gala d'influenceurs. J'y ai pas été, puis mais par exemple, je trouve ça quand même nice. Je sais pas, là, qu'ils essayent de se créer peut-être un microcosme c'est ça, là, tu sais, d'artisans du web, pis tout ça. Je pense vraiment l'intention, c'était de créer une légitimisation de la chose. C'est que de reconnaître que ça existe, de reconnaître qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant ça, et puis élever ça à quelque chose qui est reconnu. Après ça, ça peut élever le discours autour de c'est quoi vraiment être influenceur. Puis encore une fois, tu sais, je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pas que ce que moi je fais, c'est être influenceur. Puis le mot, c'est pas comme s'il y avait une définition légale claire, là, mais le reconnaître que ça existe, reconnaître que n'importe qui a en dessous de 40 ans aujourd'hui passe plus de temps sur son téléphone qu'à écouter la télé, elle est où la réalité médiatique moderne? Puis c'est pas juste ça, tu sais, moi j'en suis très conscient, l'énorme majorité des gens qui m'écoutent le font le soir dans leur lit seuls. Tu peux pas plus rentrer dans l'intimité d'une personne que ça, là. Qui chie ou pendant peut-être, tu sais, je veux dire, mais tu sais, tandis que la télé, tu sais, écouter la télé, c'est quelque chose que c'est un choix actif. J'écoute la télé. Être tout seul, être capable de t'endormir puis scroller, c'est pas un choix actif, c'est quelque chose que tu fais par impulsion. C'est une intimité qui est beaucoup plus sérieuse, je pense, puis il faut la prendre au sérieux, il faut la reconnaître de cette façon-là. Puis j'ai l'impression que en faisant des galas du genre, ça va contribuer à rehausser cette réalisation-là. Moi, j'irais l'animer, ce gars-là. S'il écoute... non, mais, tu sais, parce que je sais que Phil Jones, il l'avait fait, puis ça a l'air qu'il avait fait une popée job, là, tu sais. Moi, j'avais apprécié son travail. Ouais, cool. Tu sais, parce que moi, j'aime bien les animes de Ricky Gervais, là, quand il anime les Golden Globes. L'espèce d'irrévérence autour. Ça aussi, c'est important, là. Non, mais il disse tout le monde. Ouais, il disse toute l'industrie. Puis, je veux dire, sincèrement, il y a des gens que, dans n'importe
n'importe quelle industrie, mais surtout dans les industries ouais. de divertissement, il y a des gens que se faire remettre à leur place, des fois, c'est une bonne chose. Ben oui. C'est une bonne chose pour la société, c'est une bonne chose pour eux, c'est une bonne chose pour tout le monde impliqué. Mais tu sais, l'industrie peut... il y a quand même de quoi de risible là-dedans, puis Ouais. on va en rire. C'est puis... ça. C'est fondamentalement, C'est ça. là, je suis C'est- un gars qui parle à son téléphone. Ouais, c'est c'est ça. bizarre comme C'est chose. ça. Mais ça veut pas dire que c'est moins légitime de le faire, mais c'est quand même... Ouais. On peut en rire. On peut là. en rire. C'est C'est- ça. c'est C'est un- le même que je vois Il y a ça, un là. côté un peu absurde à ça. Faut pas s'en cacher. Toi, tu déménagerais-tu à New York, tu sais, vivre là? Ben, je vis à New York. Non, mais présentement. genre toute ta vie. Tu sais, Euh. t'habiterais-tu? Parce que moi, je viens de Gatineau, Hmm? mais je retournerais pas vivre là. Tu sais, genre, c'est fini, là. Tu sais, Ouais. moi, soit que j'irais habiter en campagne, je resterais pas à Montréal de toute manière, là, tu sais, mais, tu sais, je retournerais pas, là. Fait que, est-ce que toi, c'est le même aussi, tu sais, que, est-ce que, genre, toi, t'habiterais à New York, genre, tu serais capable de faire toute ta vie là, puis... Tu sais, je sais que mon intention, c'est pas de mourir à New York. J'aimerais vivre les dernières années de ma vie au Québec. D'ici, ce qui se passe entre ici et là, je sais pas. Ouais. Je veux dire, j'ai quand même... Tu vis 5 ans dans une place, tu te fais un cercle d'amis, t'as des relations, t'as toutes sortes de choses qui tendent à vouloir t'enraciner dans un endroit. Ben ouais. Une des choses que je réalise, par exemple, de New York, c'est que j'aimerais pas avoir une famille à New York parce que c'est pas une ville qui est très saine, je pense, pour élever des enfants. Mais tu sais, on avait tous un gros plan de vie avant la COVID, puis je pense que la COVID a tout scrappé nos plans de vie. c'est ça. Alors, j'en ai plus de plan de vie. Ouais, c'est ça, faut te laisser le temps un Ouais, peu c'est là, ça, pour faut- avoir assez de recul pour Exact. faire bon, là aussi que je me situe C'est en ça. ce moment, ouais, vraiment. Un autre sujet que j'ai adoré que tu as parlé, puis que c'est pour ça, dans le fond, c'est un peu la raison pourquoi je t'invite ici, c'est, comme pour l'affaire de la loi 96, t'as expliqué de quoi que je trouve super intéressant, qui est les sondages multiples. Oui, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que je suis peut-être allé un peu fort sur l'âge. J'ai dit qu'avec 30 et 50, ben je vais faire un résumé en premier, que tu sais, une stratégie politique qui est c'est pas juste les politiciens qui le font, les compagnies font ça aussi, qui est quand même, je veux dire, c'est pas, ça se fait pas systématiquement, mais ça se fait. C'est, si tu veux avoir un sondage tu veux présenter un sondage Qui est favorable. qui est favorable, ou même des fois, tu veux présenter un sondage qui n'était pas favorable pour te donner l'espèce de look de underdog ou peu importe. Mhm. Mais tu veux avoir un sondage qui participe à ta narrative voulue, mais tu veux que ce soit un sondage qui est légitime. Ben, tu peux aller demander à une maison de sondage qui est fiable et qui va respecter toutes les normes, etc., de te faire... Qui est reconnu. Qui est là. reconnu. Tu sais, j'avais dit, une des choses qui se fait, bon, moi, j'avais dit 20 à 50. Je suis peut-être allé un peu fort, là. Aux États-Unis, ça se fait 20 à 50 sondages. Au Canada, au Québec, non. Mais tu peux commander 5 sondages. Et puis, tous les sondages t'appartiennent, dont même l'existence des sondages. Alors, à la base, c'est même encore plus simple que ça. Tu commandes un sondage, si t'es pas favorable, tu le caches, tu le publies pas. Il existe pas. C'est ton sondage, tu n'es pas obligé de le sortir. Alors, tu fais juste sortir des sondages qui participent à ta narrative. Ou tu en commandes 5. Puis, quand tu commandes 5 sondages, ben, il va y avoir une variance dans les résultats, ce qui est un peu normal. Tu choisis celui qui rentre le plus dans ta narrative et les autres t'es caches. Mhm. Ce qui fait que, tu sais, faut faire attention avec les sondages qui sont commandés par des groupes qui ont un intérêt à avoir un certain résultat, même si ça vient d'une maison de sondage fiable et légitime. Puis c'est aucunement une critique des maisons de sondage, parce qu'eux, ils font le travail, ils font un travail important, ils font le travail demandé, puis ils le font dans les normes de l'art, dans les normes éthiques. Je veux dire, ils ont respecté leur processus. C'est juste que par la nature d'un sondage, il y a une variabilité dans les résultats. Et comme tous les sondages appartiennent après ça à celui qui peut décider ou non de les dévoiler pleinement, ben cette personne-là peut décider juste d'en dévoiler un qui lui est le plus favorable. Mhm. Fait que c'est ça, là, t'avais dit que si tu veux... c'est ça, si tu veux vraiment connaître si la personne est transparente ou pas, Demande-y, t'en as commandé combien des C'est sondages? ça. Et puis, Ouais. qu'est-ce que t'as fait des autres? C'est ça. Et pas juste ça, es-tu prêt à donner une décharge, si tu veux, ou à donner la permission à la maison de sondage de confirmer tous les termes de ton entente de sondage avec la maison de sondage? Je pense que ça devrait être ça la norme. Ouais. Mais personne ferait Mais ça. je veux dire, ceux qui sont parfaitement honnêtes avec leur représentation Oui, c'est ça, vont le faire. exact. Puis c'est Ouais, comme ça ouais. qu'on peut le savoir. Ouais.
C'est ça, c'est la seule façon réellement de pouvoir le comprendre. Ben, je sais pas si c'est la seule façon, mais c'est certainement une très bonne façon. Okay. Montre-moi patte blanche, montre-moi rends ton contrat avec la maison de sondage publique. Mm-hmm. Et puis, demande à la maison de sondage de confirmer qu'en effet, c'est ça le contrat et c'est le seul contrat. De cette façon-là, ben, on peut en savoir beaucoup plus sur la procédure de sondage aussi. Quand ils font les sondages, la maison léger, tu sais, à propos des partis politiques, ça, par exemple, c'est pas une commande d'un parti. Tu sais, ça, c'est une commande de TVA ou de quoi de même. Ben, j'ai jamais travaillé dans les médias là-dessus. Alors, je sais pas ok. comment exactement ça fonctionne, mais de ce que j'en comprends, c'est ça, quand, mettons, Radio-Canada ou TVA commande un sondage, j'ai un peu plus l'impression que eux, leur intention, c'est de présenter, on retourne aux journalistes, c'est de présenter les faits. Ouais, c'est alors, ça. j'aurais peut-être un peu plus tendance à avoir confiance à un sondage qui a été dévoilé par une institution d'information dans lesquelles on a confiance qu'un sondage qui a été dévoilé par un groupe qui a un parti pris au résultat, nonobstant la fiabilité de la maison de sondage elle-même. OK. Il y a une affaire que je veux savoir parce que, tu sais, toi, ça, t'es avocat de formation. Oui. Puis, je me demande qu'est-ce que tu penses des émissions de télé comme L'Arbitre ou... J'ai fait un clip là-dessus! De Judge ou... tu sais, ces affaires-là. Ben, quelqu'un m'a demandé si c'était légitime, j'ai dit, c'est une émission d'arbitration. Ah ouais. Alors, c'est pas un tribunal, c'est pas un juge au Québec. Non, mais ça n'a pas de... Ben, tu sais, si c'est ça qui donne l'intérêt aux gens de comment fonctionne le monde juridique, à la limite, ça peut être une bonne chose. Mais ils montrent pas grand-chose. Ben non, ils montrent pas grand-chose, mais je veux dire, je pense que ça peut aussi être intéressant de montrer aux gens, tu sais, comment tu peux régler une dispute de façon formelle avec ton voisin, de façon que ça reste ton voisin après. Et puis, écoute, j'ai pas écouté un seul épisode de l'Arbitre, alors j'ai aucune idée si c'est ça qui est le cas. Mais, tu sais, en général, j'ai l'impression que l'intention, c'est pas de faire du drame pour la raison de faire du drame. J'ai l'impression que, tu sais, oui, c'est une émission de télé, c'est du divertissement. Non, il veut du sensationnalisme. C'est ça, mais je veux dire, ça peut quand même être un divertissement qui donne un exemple positif de... Au lieu d'aller taper sa gueule de ton voisin, ben... Ah ouais, c'est sûr, c'est meilleur que ça. C'est pas mal mieux que, tu sais, ou au lieu de t'engueuler avec tous les jours pendant 5 ans, ben, tu sais, peut-être que vous avez besoin d'aide pour régler votre différend entre vous, puis si ça peut être ça, ben, c'est pas mal mieux que juste haïr son voisin pendant tout le temps qu'on vit dans sa maison. Mais c'est-tu légal, ça? Ouais, c'est légal. C'est de l'arbitrage, je veux dire, c'est de l'arbitration. C'est comme si moi pis toi, on a une dispute quelconque. T'sais, elles sont plus simples, là. Ouais, moi pis toi, on a une dispute quelconque. Et puis, ben, on va voir, on a un ami mutuel, puis on dit, mettons qu'il s'appelle Roger. Il dit, hey Roger, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire ici? Puis Roger dit, ben, écoute, je pense que vous devriez faire ça, ça, ça. Roger est notre arbitre. Puis, je veux dire, si on veut formaliser la chose, moi puis toi, si on est d'accord qu'on a une dispute, on pourrait s'écrire un contrat dans lequel on dit on va demander à Roger, puis la décision de Roger, on va tous les deux la respecter. Puis là, on a un contrat qui dit on va respecter la décision de Roger. Ben, je veux dire, ça, c'est parfaitement légal faire ça. C'est balisé. Roger pourrait pas après ça se virer de bord puis dire bon, ben, tu sais, toi, t'es une femme, alors t'as pas de droit. Il y a des limites. Mais à l'intérieur du raisonnable, selon notre entente privée, où on va demander à Roger de régler notre situation, ben, c'est un contrat. C'est légal. Puis on a le droit de le filmer, tout dépendamment. Si dans notre contrat, si dans notre contrat, ça dit et ça va être filmé et ça va être diffusé à la télé, ben ça va être filmé, ça va être diffusé à la télé. OK. Puis si une des personnes ne respecte pas, puis fait hey Roger, tu te c'est un hostie de con, ce gars-là. Ben, un bris de contrat. OK, fait que là il ira en cours. Là, tu peux aller en cours pour faire appliquer les termes du contrat, puis un juge qui va regarder le contrat, qui va déterminer est-ce que le contrat était correct, est-ce que tout s'est fait selon le contrat, puis ça va avoir la force d'un jugement. OK, fait que c'est quand même légal, là, l'affaire de... Ouais, tu sais, faut comprendre, c'est pas la cour, c'est pas un juge au Québec. Je sais, il y a d'autres places dans le monde où... C'est filmé puis monté comme c'était une cour, mais c'est pas une cour. C'est pas une cour, c'est pas un juge. C'est juste une entente de contrat. C'est une entente de contrat où ils se mettent d'accord pour passer devant une personne qui va trancher leurs différences. Puis je pense que, de ce que j'en comprends, généralement, quand il y a des sommes d'argent en jeu, c'est la régie qui paye. Alors je pense que peut-être pour ça aussi que ça encourage les gens à le faire. Ah, OK. Ça, je sais pas, tu sais, je travaille pas dans ce monde-là. Non, c'est ça. Ben, je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qu'un avocat pense de ça. Ben, c'est pas le genre de droit que je pratique. Ouais. Mais c'est ça qui fait que ça expose les gens à la
possibilité de pas se taper sa gueule. C'est ça. Moi, je suis favorable à tout ce qui fait que les gens se tapent pas sa gueule. Cool. Oui, il y a une vidéo que tu as vue aussi, le projet de loi, une vidéo que tu as faite, que j'ai vue, le projet de loi 31, qui est sur la protection immobilière. Oui, ça c'est récent. Ouais, ça c'est entre autres, ça change. C'est le nerf de cette loi-là dans le discours public, ça enlève le droit de céder son bail. OK, c'est ça. Le projet de loi fait autre chose. Il fait des choses que je pense sont bonnes. Ouais. Le droit de céder son bail, je pense que ça a raison d'être controversé. Ouais. OK. Puis pourquoi toi, tu as voulu en faire une? J'imagine c'est parce que là, avec la crise du logement au Québec, ça t'a beaucoup incité à le faire. C'est une loi qui rentre carrément dans la discussion sociale qu'on a et qu'on a besoin d'avoir sur la crise du logement. Alors, je pensais que c'était super important que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le projet de loi, au lieu de juste lire un article dans le journal qui dit le projet de loi dit ça, moi j'ai lu le projet de loi, puis voici exactement ce que ça dit. Je trouve que souvent, une des choses que je critique des fois des médias qui parlent de projet de loi, c'est qu'ils mettent pas de lien au projet de loi lui-même. Ce serait quoi à la fin d'un article de la presse, du Journal de Montréal, quelque chose? Si on fait un article sur le projet de loi, juste à la fin, mettez un lien vers le projet de loi lui-même. Comme ça, le projet de loi, le projet de loi 31, il fait 12 pages. C'est pas dur le lire, là. C'est n'importe qui est capable de le lire. Et au début, ça va être compliqué, ça va être il y a des termes. Il y a des termes, mais je veux dire, relativement rapidement, quelqu'un qui s'intéresse à ça pourrait commencer à comprendre comment fonctionnent les projets de loi et décider par lui-même c'est quoi qu'il y a dedans, ce qui fait que au lieu d'avoir des politiciens alarmistes qui disent ce projet de loi-là va mettre fin à tous les droits de tous les locataires partout, je dis pas qu'il y a des politiciens qui font ça, mais on a des projets de loi où il y a des choses absolument farfelues qui se disent, puis tu lis le texte de la loi elle-même, puis c'est pas ça qu'elle dit. Alors, au lieu d'avoir un article où on cite un politicien, on cite un autre politicien, on cite un autre politicien, puis c'est la fin de l'article, un article où on donne les avis de tous les politiciens, et après ça, on dit, et si vous voulez vous-même lire le projet de loi, voici le lien à site web de l'Assemblée nationale, c'est public, vous pouvez le regarder. Puis, fait que c'est ça l'enlève, dans le fond, de passer son bail à quelqu'un d'autre. Ouais. Ça fait en sorte que... Peux-tu donner un exemple? Ouais, mettons, moi, je suis locataire. Alors, si j'étais locataire au Québec et je voulais quitter mon logement sous la loi actuelle, alors pas le projet de loi qui s'en vient, sous la loi présente aujourd'hui, je peux trouver quelqu'un d'autre qui veut prendre mon bail et lui céder. Ça veut dire qu'essentiellement, je lui donne mon bail, il devient le nouveau locataire et j'ai le droit de céder mon contrat de bail à cette personne-là. Et comme tous les autres contrats comme n'importe quel autre contrat de bail, la règle de base, c'est que le propriétaire peut seulement s'y objecter s'il y a un motif sérieux. Okay. Alors, je veux dire, ça c'est vrai pour un bail, si vous louez un auto, je sais pas, ou si une entreprise loue des bureaux, la loi par défaut, c'est que tu as le droit de céder ton bail, puis le propriétaire peut seulement s'objecter s'il y a un motif sérieux. Hors du domaine résidentiel, alors dans le domaine commercial, par exemple, on peut par contrat enlever ce droit-là. Alors, on peut avoir un contrat pour un bail commercial qui dit « t'as pas le droit de céder ton bail sans mon approbation que je peux retenir pour n'importe quelle raison. » Mais dans les contrats résidentiels, ça, c'est pas permis. Alors, n'importe qui veut céder son bail peut le faire, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui a un bail à un très bon prix peut céder son bail à un très bon prix à un nouveau locataire qui va le recevoir au même prix et qui va avoir les mêmes droits de limite d'augmentation que l'ancien locataire. Ce qui fait que lui, il peut pas l'augmenter. C'est ça. Alors, le propriétaire peut pas l'augmenter de façon abusive. Démesuré. Tabarnak, 55% d'augmentation. C'est n'importe quoi, cette affaire-là. Ouais, puis je veux dire, là-dessus, la ministre de l'Habitation a dit, oui, mais il y a encore l'obligation du locataire, du propriétaire, de dévoiler pour combien il a loué le dernier logement, puis quelqu'un qui est pas content avec le prix peut demander que ce soit rabaissé à un niveau similaire à l'ancien prix, mais en pratique, il y a plusieurs propriétaires qui ne le font pas. Et la cession de bail était une façon de se protéger contre ça. Est-ce que c'était ça l'intention de l'existence de la cession de bail au départ?
Je pense pas, mais je veux dire, peu importe c'était quoi l'intention, c'était un droit des locataires de pouvoir le faire et c'était une façon d'entraide entre locataires pour s'assurer que les loyers allaient rester relativement bas et ça se fait enlever. C'est pas la seule chose que le projet de loi fait. Comme je dis, le projet de loi fait autre chose qui vont probablement aider les locataires dans d'autres domaines, mais la perte de ce droit-là de cession, je pense que ça a raison d'être controversé. Ben, c'est sûr, maintenant, si je me mets à la place d'un propriétaire, tu sais, ça me ferait chier d'avoir un peu n'importe qui se ramasse dans mon logement. Tu sais, fait que il y en a tellement qui sont crottés que le Christ. Puis tu sais, c'est comme vraiment une infime partie du monde, mais c'est ça. En effet, je peux comprendre que tu veux au moins regarder la face. Tu veux au moins te dire, ouais, il y a de l'air correct, lui. C'est ça, tu sais. Mais en même temps, là, tu regardes ça dans la crise de logement, il y en a tellement des propriétaires qui ont aucun scrupule, aucun humaniste, tabarnak, des vieux là ils calissent à la rue quasiment, là, ou sinon ils forcent à les crisser de voir. Fait que tu vois, le projet de loi va rendre ça beaucoup plus difficile de sortir des gens qui sont dans un logement depuis longtemps. Ça faut le reconnaître aussi. Ça va quelqu'un qui est dans son logement depuis 24 ans, il va avoir droit, s'il se fait sortir pour une rénovation, rénoviction, ben, au lieu de se faire payer 3 mois de loyer, c'est quelqu'un qui est là depuis 24 ans, il va se faire payer 2 ans de loyer. Alors c'est quand même, le projet de loi fait ça aussi, puis ça c'est une bonne chose. Alors c'est pour ça qu'il faut lire le projet de loi au complet, parce que sinon ça devient facile, tu demandes à quelqu'un dans la rue, es-tu pour ou contre le projet de loi le projet de loi 31, pardon. La seule chose qu'il a entendu parler du projet de loi 31, c'est « Ah ben ça met fin aux sessions de bail ». Non, je suis contre le projet de loi au complet. Il n'est pas contre le projet de loi, il est contre un aspect du projet de loi. Puis ça diminue la qualité de la discussion quand c'est un tout ou rien chaque fois. Ben ouais. Moi, en tout cas, man, si j'en voudrais jamais avoir un immeuble, là, tabarnak, avoir à dealer là, avec des trucs de cul, man, là, qui est tout en train de casser mon... Ben, on souhaite à personne. Je voudrais jamais avoir à dealer avec ça, tu sais. Mais ça, en tout cas, c'est ma part, là. Parce que moi, hey man, j'habite ici, ça fait 10 ans. J'en prends plus soin de cette place-là que si je l'habitais. Ben, que je le possédais, là, tu sais, j'étais propriétaire. Ouais, c'est compliqué parce qu'un logement, c'est un bien, c'est un besoin de base. C'est ça. Ben, c'est là que je voulais en venir, puis j'avais un peu oublié aussi, je voulais m'en aller avec ça. Je m'ostinais avec ça avec ma blonde à m'emmener. Parce que ma blonde, elle me disait que se loger devrait être un droit. Et non, ça devrait pas être vu comme une business, tu sais. Puis moi, je disais le contraire. Moi, je m'ostinais. Puis je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas mal plus d'accord avec elle. Ouais, ben, c'est intéressant. Parce que je vois ça un peu comme la santé. Ben, tu sais, à la base, on n'a pas le droit de ne pas être logé. Tu sais, ne pas avoir un logement, c'est illégal. Tu peux pas te camper n'importe où. Puis on le voit, il y a des campements qui se font démanteler parce que t'as pas le droit de ne pas être logé. Alors, si être logé, c'est une obligation, ben, tu peux pas, c'est ça, là, tu peux pas, en tant que société, tu peux pas imposer l'obligation d'être logé, puis après ça, rendre ça si difficile de le faire que des gens qui sont pas capables de le faire. Ça marche pas, là. Peu importe que tu sens que c'est un droit ou non, ça reste, tu peux décider que c'est un bien marchandable comme s'acheter un Xbox, là. Mais si c'est, ne pas avoir une Xbox, c'est légal. Tu peux vivre ta vie sans Xbox, tu vas jamais te faire chier par la police parce que t'as pas de Xbox. Mais tu vas te faire chier par la police si t'as pas de logement. Alors, c'est pas comparable. Faut le voir dans son ensemble de régimes. Puis tu sais, on parle par exemple des locataires qui font du grabuge. C'est affreux. Personne ne devrait faire ça. Mais même ces gens-là ont besoin de se loger quelque part. Alors tu sais, souvent, les gens... j'ai fait une vidéo récemment sur un registre des loyers. Je pense que c'est une bonne idée. Puis là, les gens me disent, il faut un registre des mauvais locataires. Ben, d'abord, un registre des mauvais locataires, il y en a déjà un. C'est une recherche sur les jugements du tribunal administratif du logement, chose que les propriétaires peuvent faire. Il y a des propriétaires qui refusent de louer à n'importe qui est déjà apparu dans une cause au tribunal administratif du logement. Ah ouais? Puis il ne sera pas amené en cours pour discrimination. C'est illégal, mais prouve-le. OK. Ça se prouve pas. Alors, si on fait un registre des mauvais locataires, on fait quoi avec ce registre-là? Ils ont quand même besoin de se loger à quelque part. Là. Quelqu'un qui, en effet, peut-être qu'il y a des problèmes de santé mentale. Peut-être que c'est juste un trou de cul. Mais même les trous de cul ont besoin d'habiter quelque part. Alors, c'est pas la solution, un registre des mauvais locataires, parce que
t'en fais quoi avec après? Est-ce que ça veut dire que t'es mis à la rue? C'est illégal d'être à la rue? Ouais. Faudrait créer un genre de CHSLD. Ben, c'est ça, est-ce que t'es en train de dire que genre, les mauvais locataires vont en prison? T'sais, c'est quoi ta solution? Là? C'est quoi la solution ultime à ce que tu proposes? Continuons la pensée après ça. Là. Oui, c'est ça. Ça marche pas, ça se tient pas. Est-ce que des fois, je t'écoute parler, puis je me suis posé comme question, est-ce que des fois, c'est difficile de pas... parce que tu sais, tu dis que toi, ton but, c'est pas être objectif, mais t'es jamais de mauvaise foi, par exemple. Là, ben, j'essaie de jamais être de mauvaise foi. Mais c'est dur des fois de pas l'être, parce que t'es quand même un humain. C'est humain. Des fois, il y a quelque chose qui me choque. Ouais, mais j'ai encore liste des fois. Ouais, souvent, genre, je vais faire une vidéo, puis après ça, je vais le réécouter, puis je vais l'effacer. C'est ça. Ça, je l'ai fait parce que j'étais fâché. Ouais. Ça, je l'ai fait parce que je veux m'en prendre à quelqu'un. Ça, je l'ai fait parce que quelqu'un a fait un commentaire qui m'a fait chier, puis je veux le faire chier en retour, puis c'est pas ça que je veux faire, alors je l'efface. Ouais. Puis là, tu sais quoi, tu le refais-tu, mais de façon plus posée? Des fois, ou tu sais, des fois, je suis comme dans le fond, j'ai pas besoin de répondre à ce commentaire-là, puis c'est correct. Parce que maintenant, c'est ça, tu réponds plus souvent à des commentaires, puis là, tu vas trouver genre la réflexion intéressante, fait que là, tu vas le faire. Est-ce que c'est instinctif la façon que tu le fais? Parce que tu sais, un moment donné, tu avais fait une vidéo, tu revenais je pense, de courir ou un affaire de même. Oui, c'est instinctif, c'est pas, je fais pas de script d'avance. Non, ou une recherche. Je vais faire, si par exemple, je parle de voici ce qu'un projet doit faire, ben, évidemment, je vais lire le projet de loi. Ouais. Si je parle de comment un processus quelconque fonctionne, je vais m'informer à un niveau que moi je me sens adéquat. Ça reste, ultimement, je me mets ma face et mon nom derrière ce que je dis. Je vais espérer que je le fais correctement. Mais la plupart du temps, je vais passer un peu de temps à penser. Ouais. Et puis, ça, c'est quelque chose qui est très bizarre quand on commence à le faire, juste s'asseoir dans le silence et penser à qu'est-ce qu'on veut dire. Mm-hmm. Moi, souvent, je vais marcher, puis c'est pour ça que je prends beaucoup de vidéos en marchant. Wow. Et puis, bon, je commence à enregistrer, puis ce qui sort, c'est ce qui sort. OK. Là, il faut que tu m'expliques. Toi, t'es pas souverainiste, tabarnak. T'es pas souverainiste. Je suis aussi pas souverainiste. Ah, OK. Ben là, j'aime mieux ça. Non, ben, parce que pour moi, la question es-tu souverainiste ou non, c'est pas la question intéressante, c'est pas la bonne question. Okay. Je veux dire, faut commencer avec la base. Un pays, ça existe pas. C'est imaginaire. Ça existe dans nos têtes. On va jamais trouver un pays sous un microscope ou dans un satellite. En regardant la Terre par satellite, les pays, ça existe pas. C'est une invention collective de nos cerveaux humain, c'est imaginaire. Puis je dis pas ça pour dénigrer l'existence des pays, là. Je dirais plein de choses qui sont l'argent, c'est imaginaire, c'est tout imaginaire. Mais ce qui fait que pour moi, c'est un outil. T'sais, faire un pays, pourquoi? Si on va se créer une nouvelle structure imaginaire, ben, ça va être quoi son utilité? Puis là, il y a des gens qui me disent, ben, l'utilité, c'est juste qu'on va être en contrôle par nous-mêmes. Je veux dire, great, mais on fait quoi? Je vois un peu l'idée du projet, des gens qui disent, ben, je veux absolument faire un pays, puis on verra après quel genre de pays on va avoir. On va décider entre nous, ensemble. Ben, je le vois un peu comme une gang de personnes qui sont en train de construire un bateau sur le bord de la rive. Et puis qui disent à tout le monde, embarquez dans notre bateau, puis là, quelqu'un qui dit, ben, on s'en va où? Vous allez où dans votre bateau? Dit, on va décider une fois qu'on va être en haute mer. Mm-hmm. Pour moi, c'est pas sage, embarquer dans un bateau de mer. Un argument, c'est fort ça. Pour toi. C'est ça, tu sais, c'est surtout que j'ai l'impression que ceux qui disent, on va décider ensemble en haute mer, la réalité, ça va être, ben, c'est ceux qui ont construit le bateau qui vont décider où est-ce qu'on va aller ensemble en haute mer. Alors, faire un pays pour en faire un pays où l'équité est assurée, où on a des droits fondamentaux robustes, où on a un système de droits fiable, où on a l'égalité entre les sexes, où on a la liberté de conscience, où on a, faire un pays pour se donner une économie écologique, faire un pays pour faire quelque chose de bien, j'embarque, absolument. Faire un pays pour sortir le pétrole du Saint-Laurent puis vendre notre bois à rabais aux États-Unis, ça m'intéresse pas. Les deux possibilités, si on se dit on va faire un pays puis on va décider après, ben ça pourrait être un comme ça pourrait être l'autre, comme ça pourrait osciller entre les deux. Moi, je suis beaucoup plus intéressé à pourquoi faire un pays, puis si c'est un projet qui embarque, ben j'embarque, puis si c'est un projet dans lequel j'embarque pas, ben j'embarque pas. Fait que t'es pas contre. Je suis pas contre, c'est ça, je suis pas souverainiste, mais je suis pas anti-souverainiste non plus. Je pense que, présentement, l'ordre constitutionnel canadien a des faiblesses évidentes.
Je pense que il y a plusieurs façons d'adresser ces faiblesses-là. Ça pourrait être une renégociation de l'ordre constitutionnel canadien. Ça pourrait être une affirmation plus forte du Québec à l'intérieur de ce processus-là. Ça pourrait être quelque chose d'autre. Ça pourrait être la souveraineté. Mais ça, pour moi, c'est une question un peu séparée de, est-ce qu'on fait un pays, oui ou non? Pour oui ou non, moi, ma réponse, c'est pourquoi. OK. Parce que, tu sais, moi, dans la fois là-dedans, c'est que, tu sais, des fois, quand je dis, moi, je suis souverainiste, tout ça, puis il y en a qui vont me répondre, ouais, mais avec le go qui est là, si t'es sûr, tu veux faire un pays. Mais moi, logo ou pas logo, je m'en calisse. Tu sais, moi, le but, c'est que justement qu'on arrête d'avoir des barrières pour tout le temps avoir à se battre sur deux fronts, pour essayer de s'affirmer puis de pouvoir avoir les pleins pouvoirs puis tout ça, d'arrêter d'avoir des barrières, tu sais, puis ou d'être constamment dans la contrainte du Canada anglais ou au bénéfice du Canada anglais. Puis tu sais, le peuple québécois, c'est une société distincte, tu sais, on a une culture, on a une langue, on a une façon de penser qui est à nous, tu sais. Puis en tout cas, fait que moi, tu sais, tout ce que je t'entends dire, je suis d'accord avec ça. Puis moi, la seule affaire, c'est peut-être moi, je vois le verre plus à moitié plein là qu'à moitié vide, tu sais. Fait que moi, si je reprends ta comparaison ou ton analogie que tu faisais, tu sais, moi, j'irais dans le bateau parce que Chris, tant qu'à être, ça arrive, puis que de me faire contrôler par du monde qui veut pas, en tout cas, qui a pas la même vision du Québec de moi, tu sais, j'irais essayer je tenterais ma chance dans le bateau. Je comprends. C'est pas une position qui est déraisonnable non plus, là. C'est juste... Moi, c'est juste, pourquoi? C'est pourquoi? Répondez à la question pourquoi. Ça va être quoi l'État indépendant du Québec? Laissez-moi décider si je veux embarquer dans cette aventure-là ou non. Ouais. Mais c'est que ça se fera jamais. Ça pourrait se faire. Il n'y a rien qui empêche un parti souverainiste de préparer d'avance la Constitution québécoise de la République indépendante et autonome du Québec, et puis faire un référendum, par exemple, sur la Constitution. Il n'y a rien qui empêche un parti de faire ça. Il n'y a rien qui empêche un parti de dire, voici un plan sur... puis c'est un plan, tu n'es pas obligé de le suivre à la lettre si les circonstances changent. Voici ce qu'on va faire une fois qu'on va avoir la souveraineté. C'est juste, j'ai l'impression que parce que il y a des mouvances politiques qui veulent tellement plaire à tout le monde, qui sont pas prêts à s'engager à quoi que ce soit, comme de façon concrète de projet. Alors, c'est comme... entre me faire contrôler par des gens que je contrôle pas dans le Canada anglais ou me faire contrôler par des gens que je contrôle pas au Québec. Ça reste quand je me fais contrôler par des gens que je contrôle pas. C'est pas idéal. Alors, un projet concret que je peux évaluer qui va clairement donner le ton de ça va être quoi la raison d'être du Québec. Puis c'est pas juste s'affirmer, parce que c'est bien s'affirmer, mais tu sais, on peut s'affirmer de façon extrêmement négative aussi. Comment on va s'affirmer? Ça aussi, c'est important. Puis ça, c'est pas... Moi, je vois pas de réponse claire à ça qui m'engage. OK, c'est trop à l'aveuglette. C'est trop à l'aveuglette, c'est ça. OK. Mais en même temps, c'est parce que je suis d'accord avec toi en même temps, parce que je me dis, Chris, si je suis super souverainiste, puis tabarnak, ça donne que... Effectivement, il y a des affaires que c'est sûr, il y a des affaires que j'aimerais pas, mais s'il y a des affaires que je suis aucunement capable de faire avec, genre, on promouvoit le KKK, là. Genre, il y a personne qui pense sérieusement que ça va être ça. Pas, là, mais tu sais, j'ai pas embarqué là. C'est ça, exact. Mais c'est qu'une fois que t'es dans le bateau, pour ça, là. Tu vois la rive s'en aller, puis là, tu vois les gens qui font toutes sortes de choses que t'étais pas d'accord avec ça, il est trop tard. Alors, le plan d'abord, puis on verra. Mais j'ai l'impression, par exemple, que, tu sais, c'est comme attendre le bon moment, mais le bon moment, il arrivera jamais, tu sais. Le bon moment, il arrivera quand ça va être le bon moment. Je veux dire, c'est pas obligé d'être un moment non plus, là. Ça peut se faire graduellement. C'est pas obligé d'être, je pense que je me souviens pas c'est qui dit ça, la théorie du grand soir. Il faut un grand soir. Mais vous avez une souveraineté, on peut osciller. La souveraineté, c'est pas obligé d'être un tout ou rien.
On peut osciller vers plus de souveraineté, vers moins de souveraineté. Je pense que présentement, on a un gouvernement qui se dit nationaliste, mais qui certainement signale son intention d'osciller vers une plus grande autonomie, si on veut, du Québec. Je pense que l'ordre constitutionnel canadien est flexible pour donner beaucoup plus d'autonomie au Québec. Je veux dire, j'ai lu la Constitution. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement qui étaient clairement pas dans l'esprit de la Constitution. La Constitution a évolué, puis il y a plein de choses qui sont passées, mais l'ordre constitutionnel de base reconnaissait que le Québec était une société distincte. L'ordre constitutionnel de base donnait au Québec et à tous les autres provinces le plein pouvoir sur son propre développement social et culturel. C'est qu'avec le temps, on a eu des gouvernements fédéraux qui ont voulu centraliser les pouvoirs. Moi, j'ai l'impression que si on demandait aux fondateurs du Canada en 1867, c'était quoi l'identité canadienne, ils t'auraient regardé et dit « Non, ça n'existe pas. » Parce que canadien comme identité, c'était pas ça le principe. Tu parles-tu de Johnny McDonald? Ouais, tu sais, cette gang-là, je pense, disons Canadian, dans le sens, c'est une identité qui se rattache à la fédération qu'ils ont créée. Je pense pas que c'était ça leur objectif. Je pense qu'ils auraient trouvé ça un peu étrange qu'on vienne à quelques centaines d'années plus tard où on veut que les gens soient fiers de faire... L'identité était supposée être reliée à ta culture, puis la culture était... Le Canada était conçu à l'origine comme un pays biculturel, essentiellement c'est pas pour rien qu'on choisit la forme de la fédération. Une fédération, le Québec est souverain sur certains aspects. Le Québec est souverain sur l'éducation, le Québec est souverain sur l'administration des hôpitaux, le Québec est souverain là-dessus. L'Ontario est une juridiction étrangère. Mais avec le temps, il s'est créé une identité canadienne, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de gens au Canada anglais qui s'identifient d'abord comme étant canadiens et qui s'imaginent que ça veut dire qu'il faut que ce soit le gouvernement fédéral qui gère des questions culturelles. C'était pas ça l'intention à l'origine du Canada. Et je pense qu'il y a une flexibilité de rappeler ça aux gens et ça serait entièrement ça se fait dans l'ordre canadien. Est-ce que ça se fait politiquement? Est-ce que ça se fait socialement? Là, j'en ai aucune idée. Mais je sais que constitutionnellement, il y a la flexibilité pour le faire. Mais à l'origine, le but, c'était d'assimiler les Québécois. Je veux dire, il y a beaucoup de façons historiques de le voir. Ils appelaient les chiens les chiens les sauvages. J'ai aucune intention de défendre Johnny McDonald, là, mais je veux dire, le deuxième premier ministre du Canada, c'était Georges-Étienne Cartier. Vous n'allez pas me dire que Georges-Étienne Cartier pensait que les Canadiens français étaient des chiens. Là. Le Canada a aussi été créé par des francophones. Et que eux clairement se voyaient dans cette réalité-là, étaient confortables avec ça aussi. Alors, je veux dire, je suis pas aussi opposé à l'idée qu'on peut s'affirmer et s'épanouir à l'intérieur de la Fédération canadienne si ça se fait, mais si ça se fait pas, qu'on s'en aille. Okay. Mais je suis quand même plus content de la réponse. Je m'attendais à un fédéraliste convaincu. Là, puis, je vais pas pleurer pour l'absence des Rocheuses dans ma vie. Là, non, yes, sir! Je suis quand même satisfait de la réponse. T'as parlé du gouvernement actuel, la CAQ, puis ça m'a fait penser à une question. Durant la pandémie, tu as quand même été critique envers le gouvernement. Ouais, c'est ça. C'est quoi que... Parce que je te connaissais pas dans ce temps-là, puis j'ai pas eu le temps de remonter assez loin. Ouais, je comprends. Fait que, c'est quoi tu leur reprochais? Sans nécessairement le reprocher au gouvernement. À vrai dire, je nous reproche à nous tous, moi-même inclus, nous tous, la facilité avec laquelle on a abandonné beaucoup de nos libertés fondamentales sans exiger plus de contrôle, de contrepoids. De compte-rendu. De compte-rendu. OK, wow. Je te suis en crise. Dans les premiers jours de la pandémie, quand on savait pas ce qui se passait, là, j'ai rien on le savait pas. Le 12 mars, là, 2020, on quand c'était arrivé. Là. Moi, j'étais dans un train de New York avec un masque à gaz parce que je savais pas ce qui se passait. Personne le savait. Ça, là, je blâme personne pour comment ils ont réagi. Il y en avait d'autres qui avaient un bocal. C'est ça, tu sais, je veux dire, on savait pas. Un casque d'astronaute. Mais, tu sais, quand on a
Puis encore une fois, je blâme pas le gouvernement, je nous blâme nous, parce qu'on l'a demandé. Le couvre-feu était excessivement populaire. Les sondages, au début, là, les sondages étaient favorables au couvre-feu. J'ai pas l'impression, est-ce qu'il était nécessaire? Non. Je pense pas. Mais on s'y est plié. Ouais. On l'a accepté. Il y avait même pas de statistiques qui prouvaient que ça aidait. Ben non, mais il y avait des statistiques qui prouvaient que c'était populaire, que les gens voulaient ça. Okay. Alors, je nous reproche à nous tous, moi-même inclus, d'avoir aussi rapidement et aussi facilement abandonné nos libertés fondamentales pour pallier à une crainte. Puis là, je dis pas que la crainte était montée de toutes pièces. Je dis pas que, tu sais, là, on rentre dans les espèces d'histoires de complotisme, les médias sont là pour nous faire peur, pour nous contrôler. J'embarque pas là-dedans. Mais je pense qu'on aurait tous dû se regarder d'en face puis se dire, est-ce qu'on est vraiment prêt à sacrifier notre droit de se rassembler à Noël pour ça? Ouais. Puis pas juste, oui, j'ai peur, oui, j'ai peur, faut qu'on le fasse. Plus comme, quel message ça envoie au gouvernement futur? Les despotes du futur, là, qui sont peut-être même pas encore nés, mais qui vont étudier cette période-ci de l'histoire, quelles leçons eux vont tirer? Puis qu'est-ce qu'ils vont faire eux avec ces leçons-là? C'est les leçons qu'on leur a données. Et je suis critique. Je suis critique du gouvernement pour sa part, mais je veux dire, fondamentalement, le gouvernement répondait aux exigences du public. Le gouvernement se faisait critiquer ouvertement pour en avoir fait assez. C'est pour ça qu'il a lancé les mesures qu'il a prises. C'était des mesures qui étaient là pour répondre aux besoins, aux sentiments de sécurité qu'on avait tous. Et je reproche au gouvernement de ne pas avoir été un peu plus ferme contre nos pires aspects de nous-mêmes, et je nous reproche à nous de ne pas avoir fait preuve d'un peu plus de lucidité et de part des choses par rapport au coût réel de ce qu'on sacrifiait au nom de ce qu'on allait gagner. Ben moi, juste le passeport vaccinal, tu sais, moi j'étais zéro d'accord. J'ai été très critique du passeport vaccinal aussi. Parce que justement, mettons, j'arrivais pas à comprendre comment ils réussissaient à le défendre, parce que moi, ma blonde est biologiste, fait que tu sais, elle me l'expliquait, tu sais, puis ça disait, mais faudrait que plus elle en parle, là. Moi je vois juste tout scraper qu'est-ce qu'elle me dit. Mais tu sais, c'est parce que si, mettons, il disait, oui, t'es protégé pendant X nombre de mois quand tu reçois le vaccin, mais tu peux quand même être porteur, tu sais. Mais fait que si t'es quand même porteur, c'est juste toi que tu protèges, tu sais, tu peux pas protéger les autres, fait que ça devrait être, dans le fond, un choix, tu sais, si tu décides de te faire vacciner ou non, tu sais. Ben, je suis d'accord, ça devrait être un choix de se faire vacciner ou non. Une des choses aussi que je pense qu'on a vu pendant la pandémie, c'est une grosse incompréhension. Peut-être incompréhension, c'est pas juste. Il y a une gamme différente de certitudes dans le monde de la science que dans la certitude à laquelle on s'attend. C'est normal quand quelque chose est nouveau, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, qu'on fasse des faux pas. Au début de la pandémie, on recommandait aux gens de ne pas porter de masque parce que ça fait que tu taponnes ton visage, puis on pensait que ça se propageait surtout par les doigts qui se touchaient. Après ça, on a fait les études nécessaires, on a approfondi nos compréhensions et on a compris que la maladie se transmet surtout par la voie orale. Alors là, on s'est dit, mettez le masque. Mais il y a plein de gens qui ont dit, ben là, il y a 6 mois, tu nous disais de pas mettre de masque, maintenant tu m'en dis un, ça n'a pas de bon sens. C'est juste que c'est normal quand on sait pas de quoi on parle au début, que à mesure que notre compréhension, notre connaissance scientifique avance, ça va changer les conclusions. Alors ça me dérange moins. Je suis un peu plus permissif là-dessus, mais c'est juste les décisions politiques qui ont été faites. Puis encore une fois, le gouvernement est un outil du peuple. C'est nos décisions. Et je trouve c'est dommage qu'on ait... C'est Geneviève Guilbeault qui disait la docilité avec laquelle on s'est résigné à beaucoup des mesures. Ah ouais. Mais si tu avais critiqué aussi les tentatives de vaccination obligatoire. Oui. Je veux dire,
j'ai été dès que j'ai pu, j'ai été vacciné. Ouais. Mais je ne crois jamais que quelqu'un devrait être vacciné de force, surtout dans les circonstances dans lesquelles le vaccin a été développé ici. Puis là, c'est ça, il disait, ben là, il y a personne qui a été vacciné de force, mais en même temps... Ben, une contrainte économique assez sérieuse, ça devient une contrainte de force. Là. J'en suis conscient aussi, là, tu peux pas juste dire, ben écoute, c'est ton choix d'être vacciné, puis c'est ton choix sinon de rester chez toi pour toujours. Mais tu pourras pas aller dans une épicerie, puis il va falloir que tu fasses toi-même ta bouffe. Tu sais, c'est comme tabarnak. Ben, c'est pas un champ, c'est dans mon... ma cour. Parmi nos droits fondamentaux, on a la liberté de se rassembler. Cette liberté-là peut seulement être atteinte s'il y a un motif sérieux que le gouvernement doit justifier. Alors, c'est au gouvernement à démontrer la nécessité d'une mesure qui brime nos libertés fondamentales. Puis ça, nous, on l'a pas exigé du gouvernement, je pense. Une autre affaire que t'as parlé, mais que j'ai oublié parce que j'ai fait ma recherche en fin de semaine, mais que je trouvais super intéressant, c'est affamer la bête. Oui. C'est une technique... C'est une technique surtout... c'est une technique qui vient de la théorie politique des États-Unis. OK. Mais je veux dire, ça doit se faire partout. Tu veux-tu voir ça, expliquer c'est quoi, puis comment c'est utilisé? Ben, c'est une idée qui sort des mouvements conservateurs fiscaux, si vous voulez. Alors, les gens qui veulent que le gouvernement ait un très faible budget, qui a une très grande place pour le domaine du privé. Où on prend un État qui a beaucoup de services publics qu'on aimerait privatiser. On fait élire des gouvernements qui vont sous-financer et mal administrer les services publics, ce qui va pousser les gens à chercher des alternatives privées. Et ensuite, on pointe au fait que les services publics sont dysfonctionnels et que les gens préfèrent le privé comme preuve que le privé, c'est meilleur. C'est ça. Ça, c'est affamer la bête. C'est pour ça qu'il faut faire attention de comment... C'est pas qu'est-ce que les chiffres disent, c'est comment les interpréter, t'sais. C'est ça qu'il faut faire attention avec ça. Ouais, puis se demander souvent, je veux dire, on peut pas le nier, là, il y a beaucoup de gens présentement au Québec qui préfèrent, par exemple, l'école privée ou qui préfèrent les soins privés, qui demandent plus de place pour le privé. Est-ce que ça veut dire que c'est de l'incompétence intentionnelle de la part du gouvernement? Je sais pas, je peux pas faire ce jugement-là, je suis pas au gouvernement. Mais il existe une technique qui utilise cette méthode-là pour favoriser le privé. Et en tant que citoyen, je pense que c'est important d'être conscient que la technique existe. Ouais. Je pense que c'est important d'être conscient que c'est une technique qui a déjà été utilisée ailleurs et de demander des comptes du gouvernement pour s'assurer que c'est pas ça qu'ils sont en train de faire maintenant. Je dis ça en n'ayant aucune raison de croire que c'est ça que le gouvernement fait actuellement, mais c'est important en tant que citoyen d'être très critique envers le gouvernement parce qu'il gère le pouvoir contre nous. Alors, demander des comptes, être conscient que ça existe, être conscient que ça se peut et rester alerte à la possibilité. Ben ouais, parce que comme ça, là, tu peux aller faire une petite recherche plus poussée pour savoir pourquoi telle affaire ça marche pas. Ou des affaires on peut, moi j'ai pas accès au premier ministre, mais il y a des journalistes qui y ont. Si on met tous pression sur les journalistes à leur demander, est-ce que c'est ça qui se passe? On a une classe journalistique qui est très compétente au Québec, qui sont capables de faire ce genre d'investigation-là. Ben, je leur fais confiance à au moins tenter le coup, puis on verra après. On n'a jamais la certitude, mais ce serait sage. Comme je dis, restons critiques envers le gouvernement, restons critiques envers tout le monde qui a le pouvoir. Je pense que c'est une bonne chose. OK, ouais. Je me demande, y a-tu des sujets que tu veux pas parler d'un fois? Y a-tu des sujets qui sont trop sensibles ou tu... Ben, j'essaie d'éviter de parler de ma vie personnelle. Ouais, pas nécessairement parce que c'est trop sensible, mais juste parce que moi je trouve pas ça d'intérêt. Ouais. Il y a tout ce qui touche, je reçois souvent des commentaires dans genre hey, ma blonde m'a dit telle chose, qu'est-ce que je devrais, comment je devrais réagir? Je suis pas capable. Je suis pas compétent pour vous donner des conseils de relations de même. Je suis pas capable. Alors tout ce qui est genre ma blonde m'a dit telle chose. J'ai peur que je rentre dans une instance de divorce. Ou je trouve une fille vraiment cute. Ce serait quoi une bonne façon? Il y a du gens qui t'écrit pour ça. Ouais, des fois. Je suis désolé, j'ai aucune capacité, compétence là-dedans. Je suis pas capable de le faire. Et puis, tu sais, aussi,
c'est ce qui fait le plus mal au monde quand ça se va mal. Alors, je veux comme pas prendre responsabilité pour ça quand je me sens pas en confiance. Je serais le cordonnier mal chaussé par excellence si j'essayais de faire ça. Alors, tout ce qui est relations personnelles, interpersonnelles, je suis pas capable. Il y a trop de potentiel de vraiment faire mal au monde en essayant de leur donner des conseils là-dedans quand je suis pas capable de le faire, que je reste très loin de ça. Mais c'est quand même drôle, esti. Je vois une vidéo d'un gars qui me parle d'économie, puis je vais faire « Hey, ma blonde, esti, j'arrive pas à lui dire je t'aime. Comment que je pourrais? » Tu sais, généralement, ça va se faire quand je fais des capsules plus juridiques. Puis là, c'est des gens qui ont des problèmes qui eux interprètent comme étant des problèmes de nature juridique. Tu sais, mon ex, elle me laisse pas voir ma fille. Tu sais, mais tu sais, c'est très clairement. Parce que t'es avocat, c'est ça. tu peux toutes les champs. Derrière ça, ils ont pas un problème légal nécessairement, ils ont un problème de personne, de relations interpersonnelles. Je fais la même affaire avec un de mes chums qui est avocat. À chaque fois qu'il y en a un problème une affaire légale, j'y demande, puis comme, yo, je suis dans le droit des affaires. C'est ça, c'est pas mon domaine. Je suis pas là-dedans. Ouais, je crie, t'es avocat ou non? Oui, mais... Ah, c'est quoi, là? Je suis peut-être... Ah non, mais ça, t'as l'affaire. Puis là, il m'aide tout le temps. Ben, je pense que j'ai pas mal tout posé mes questions. Ben, Chris, merci. Ben, merci à toi. Pour vrai, super gentil. Morissette, tabarnak, c'était super cool. Puis j'espère que ta première expérience de podcast, ça s'est bien passé. Ben, comme je disais, j'étais de mes tout débuts, alors j'ai vraiment... C'est super le fun comme expérience. T'iras voir mon chum Yann Terrio la prochaine fois que tu t'en vas à Québec. Je vais le contacter dans ce cas-là. Tu vas avoir du fun, il est super cool, man. Fait que, y a-tu de quoi que t'aimerais plugger? Je te laisse le mot de la fin. Là, je veux dire, comme c'est pas ça ma job. Si les gens sont intéressés, ils peuvent me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Truth Social, sur OnlyFans. Je republie partout. Ok, tabarnak, ça y va. Mais ma plateforme principale, c'est TikTok. Okay. J'avais peur que tu dises OnlyFans. Ben, je republie sur OnlyFans. Ben, j'ai fait le 1er avril, j'ai fait une vidéo comme de quoi, parce que c'était en même temps que le gouvernement parlait de peut-être bannir TikTok des appareils, tout ça. Alors je dis, écoute, c'était le 1er avril, on se comprend, là. Ouais. J'ai fait une vidéo très sérieuse, je disais, j'ai regardé toutes les plateformes et j'ai décidé que la nouvelle plateforme principale pour mon contenu, ça allait être OnlyFans. Ouais. J'ai fait toute la vidéo, puis les gens ont bien ri. Tu te refais la même affaire, mais t'as juste pas de chandail. C'est ça. Bonjour, ça c'est l'économie, là, comment que ça marche? Je pense que les gens veulent pas me voir. Hey, encore une fois, gros merci, c'est super apprécié. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.